Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, et peut-être tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. La nouveauté de cette saison, c'est que tu peux devenir un Fire Tippers en soutenant financièrement le projet sur Utip. Oui, je sais, j'avais dit Patreon. Mais si j'aimais énormément le fait de pouvoir appeler les merveilleuses donatrices ou donateurs avec le doux nom de couche, Utip a d'autres mérites. Le concept est simple, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel de la somme que vous voulez et vous aurez accès au Discord Première Couche regroupant les invités qui le souhaitent et les super Fire Tippers. Ainsi que d'autres surprises, mais je ne voudrais pas tout vous dévoiler d'un coup. Pour s'y rendre, c'est très simple, il suffit de se rendre sur Utip, utip.io/première couche, tout attaché sans accent. Ou alors, d'aller cliquer sur le lien en description. Un gigantesque merci d'avance à tous ceux qui sauteront le pas et commençons tout de suite notre épisode. Bonjour chère auditorice, me revoilà. Je suis désolée de t'avoir abandonné tout ce temps, mais c'était devenu nécessaire pour ma santé mentale. Je sais que tu peux le comprendre. Je reviens donc aujourd'hui, mais pourquoi aujourd'hui par hasard ? Pas tout à fait. Aujourd'hui, à quelques jours près, nous fêtons les 1 an du podcast. 1 an d'une aventure incroyable que je compte bien voir continuer. Et je ne reviens pas avec n'importe qui. Tu te souviens de Sarah ? Elle a témoigné dans l'épisode 2 du podcast. Sarah, c'est une de mes meilleures amies, elle a une histoire de maternité bien particulière. Si tu n'as pas écouté son épisode, je t'invite à le faire avant, parce que sinon tu risques de ne pas tout comprendre à celui-ci. Parce que si tu l'as écouté, tu te souviendras peut-être qu'à la fin de l'épisode, on s'est promis de se retrouver 1 an plus tard pour parler de tout ce qui avait changé. Souviens-toi, il y a 1 an, Sarah venait enfin de voir partir son ex de sa maison après quelques mois de cohabitation difficile et ne savait pas trop ce que sa vie allait devenir. Comment on se reconstruit après la fin d'une relation qui a duré 15 ans ? Comment on fait pour se sortir d'un burn-out maternel ? Comment on construit du lien avec son enfant malgré une dépression postpartum ? C'est quoi la vie d'une maman solo avec un bambin ? Je te laisse découvrir la suite de l'histoire de Sarah où elle évoque tout ça et bien plus encore. Bonne écoute ! Salut Sarah ! Salut Manon. Merci d'être là aujourd'hui pour fêter un grand événement, les 1 an du podcast. Ouais. Au moins un grand événement. Un énorme événement. Je demande à ce que la tour Eiffel s'illumine. Ouais. Au moins. Au moins. Franchement, j'ai tenu 1 an sur ce podcast et en plus, le pire, c'est que je compte continuer. J'espère bien, ouais. Alors, chère auditrice, si tu ne connais pas Sarah, je t'invite à mettre en pause cet épisode et à aller chercher l'épisode 2 du podcast. Parce que sinon, tu vas pas comprendre grand-chose, je pense. Je vais faire un petit résumé rapide, je pense, mais à mon avis, ça serait quand même mieux que tu ailles l'écouter et après que tu reviennes. Par contre, tu reviens après, hein. On est d'accord. Oui, revenir. Parce que bon, il s'est passé quand même pas mal de choses dans la dernière année. Ouais. Donc, très petit résumé. Sarah, t'avais fait un enfant avec une personne qui n'en voulait pas, mais qui n'a jamais voulu s'occuper de contraception, donc forcément ce qui devait arriver arriva. La grossesse s'est plutôt mal passée avec lui, enfin les rapports se sont mal passés grossesse, avec lui. Physiquement ça allait, oui. Moralement disons que non. Ouais, en même temps il y avait de quoi. Et je squeeze très vite, mais en gros, à la fin de l'épisode, tu nous expliquais que tu étais séparée de cette personne, qu'il venait tout juste de partir de chez toi après 3 mois de stand-by, et que maintenant fallait que tu te reconstruises. Et on s'était dit, on se refait un épisode dans 1 an, et pour voir ce qui s'est passé. Et voilà, nous voilà aujourd'hui, 1 an plus tard, quasi pile, et c'est trop cool. Je sors totalement de ma zone de confort, ça doit s'entendre, hein, clairement. C'est une suite et c'est pas un truc dont j'ai l'habitude de faire et j'en ferai pas plus que ça, là c'est vraiment juste pour l'événement. Mais je ne sais pas ce que cet épisode va donner, mais je pense que ça va être sympa quand même. J'espère.
Et Au pire, on le effectivement, diffusera pas. Ouais, voilà. Mais ça serait dommage quand même. Ce serait dommage. Parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses cette année-là. Et c'est Ouais. vrai que je suis dans un meilleur état émotionnel qu'il y a un an, clairement. Ouais. Et je sais un peu plus où j'en suis et la mère que je suis. Il y a un an, Ça, c'est chouette. j'étais quand même un peu perdue là-dessus. Ouais. Et T'étais encore un peu en plein burn-out. J'étais en burn-out maternel, j'étais en burn-out un peu boulot, j'étais très fatiguée, j'étais, faut le dire clairement, en dépression. Hein, je l'ai su après, enfin je m'en suis rendu compte après, au moment où on enregistre, il y a un an, je le sais pas encore, mais je suis en dépression. Mon ex est parti de la maison mi-octobre, après 3 mois de cohabitation difficile et forcé, enfin voilà. Et au moment où on enregistre l'année dernière, je ne sais pas ce que ça va devenir. Lui, il m'a dit, moi, je veux voir mon fils, donc on fait de la garde alternée. Et dans ma tête, je suis persuadée que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'il fait ça pour se faire bien voir, dire ça pour être quand même sympa avec lui. Mais dans ma tête, ça va durer 2 mois, et puis dans 2 mois, je récupère mon fils à temps plein. Oui, en plus, si t'avais pas donné particulièrement de raison de penser autrement. Ah bah non, c'est-à-dire que on s'est quitté, Louis avait 2 ans, ouais 2 ans. Pendant 2 ans, il a changé 10 couches quoi, donc j'étais quand même pas dans l'idée qu'il allait s'occuper de son fils à temps plein. Enfin, en tout cas, à temps plein du mi-temps qu'il avait quoi. Et puis bon alors, il m'est arrivé en plus de toutes mes histoires de maternité, plein d'emmerdes sur la fin d'année, des histoires perso, j'ai perdu mon chien qui est décédé, enfin bon, voilà, des trucs un peu plus graves, mais non, c'est pas du tout le sujet du podcast. Mais voilà, sur la fin d'année, c'était quand même compliqué, et le seul truc qui m'a fait à peu près tenir, c'est qu'en fait, mon ex a gardé son fils 1 semaine sur 2, religieusement, et s'en est de plus en plus occupé. Oui, parce qu'au début, c'était plutôt sa mère. Ouais. Et puis finalement, il a vraiment pris sa place de père. En fait, il est parti habiter chez sa mère quand il est parti de la maison, en me disant ça va durer 15 jours et puis je vais me retrouver un appart. Spoiler, ça fait 1 an, il est toujours chez sa mère. Mais sa mère a arrêté de vivre pour s'occuper de son petit-fils. Et donc, maintenant, c'est mon ex qui est obligé de gérer son fils la plupart du temps. Alors, il y a toujours sa mère quand même, parce qu'il a toujours des horaires à la con. Il a toujours un boulot avec des horaires... le même boulot, alors il a changé de boîte, mais le même boulot que quand on était ensemble, avec des horaires très compliqués. Donc, c'est quand même des fois sa mère qui gère. Mais il a aussi trouvé quelqu'un pour faire du babysitting quand il finit tard ou qu'il commence tôt. Donc, il s'est vraiment occupé d'organiser sa vie en fonction de son fils. Chose qu'il a jamais fait. Surprise. Ouais. Il l'a jamais fait pendant 2 ans. Mais tant mieux. J'avoue que Bah oui. Pour tout le monde, tant mieux. Et donc, voilà, on est arrivé à la fin de l'année où Louis a été malade, il a pris rendez-vous chez le médecin de lui-même pour Louis. C'est franchement il m'a juste appelé pour me demander le nom du médecin, parce que comme il l'avait jamais emmené chez le médecin, je comprends qu'il sache pas qui était le médecin, à la limite. Mais c'est lui qui a appelé pour prendre rendez-vous, enfin, c'est des petits trucs qui peuvent paraître très bêtes, mais pendant 2 ans, il a rien fait. Et donc, quand il te réveille à 10h du mat, parce que oui, quand j'ai pas mon fils le week-end, je dors à 10h du mat. 10 heures, je connais plus cette... Enfin, si, je la connais, mais pas en réveil. C'est l'avantage de la garde alternée, c'est qu'un week-end sur 2, tu peux faire des grasses mat. Mais qu'à 10h, t'as ton téléphone qui sonne et qui dit il me faut le numéro du médecin, mais c'est juste pour prendre rendez-vous, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Tu m'étonnes. Et du coup, ça m'a aidé quand même vachement à passer cette période de dépression complète, c'est de me dire que j'aurais pas besoin de gérer mon fils à temps plein toute seule. Il avait un père qui prenait sa place. Et de t'inquiéter quand il est chez lui. Oui, parce que les premiers temps, mine de rien. c'est-à-dire que même à mi-temps, je gardais les deux premiers mois, on va dire, je gardais la charge mentale complète. Les fringues, c'est moi qui ai tout acheté. Quand on s'est séparés, c'est moi qui ai racheté toutes les fringues en double, les biberons en double, les bavoirs en double pour qu'il ait tout chez son père. Enfin, voilà, la charge mentale au début, elle était toujours pour moi, même si j'avais plus que Louis 1 semaine sur 2. Et puis, plus le temps passe, et plus je vois qu'il a pris sa place de père, vraiment. Et il s'en occupe. C'est génial, mais je dis mais, il n'y a pas de mais. C'est génial. Ce que je veux dire, c'est que dans ce que j'entends quand des parents se séparent, c'est pas
le discours le plus qui revient le plus souvent, quoi. Qu'on passe d'un homme qui ne fait rien, qui veut à peine avoir une relation avec son fils, à ça, Oui, enfin, à un père. j'ai pas compris en non fait. plus. J'avoue que Mais c'est c'est génial. génial, mais j'ai pas compris. Enfin, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait parce que dans ma tête, j'étais vraiment persuadée que ça allait durer 2 mois et qu'au bout de 2 mois, Bah il oui. m'expliquerait que non, avec ses horaires, c'est trop compliqué, il y arrivait pas, etc. Et en fait, je pense que ça a pas aidé au début la dépression parce que je n'arrivais pas non plus à me reconstruire. J'attendais de voir ce que ça allait donner Oui. parce que T'attendais de savoir quand est-ce que t'allais récupérer ton fils à temps voilà, plein, c'est quoi. ça. Et sauf que, bah, en attendant, je commençais à m'habituer à pouvoir souffler une Oui. semaine sur 2. C'est-à-dire que au début, au tout début, les semaines où j'avais Louis, c'était super dur parce qu'il dormait toujours pas. Enfin, les nuits étaient encore hyper compliquées. Et gérer les couchers qui durent 2 heures, où il se réveille, il se lève 10 fois avant de bien vouloir daigner dormir, ou il se réveille 3-4 fois dans la nuit quand tu es tout seul toute la semaine, c'était super dur. Et donc les semaines où j'avais Louis, j'étais au bout du rouleau, mais vraiment au bout du rouleau. Et donc je comptais sur les semaines où il était chez son père, où ça se passait mieux parce que ils étaient 2 à gérer. Donc ils pouvaient souffler avec sa mère, enfin mon ex et sa mère. Oui, mais oui. Voilà, moi j'étais toute seule. Et là je me disais si jamais il me fait le coup de me dire bah en fait non et qu'il faut que je fasse ça à temps plein, 100% du temps toute seule, je vais pas y arriver. Je sais pas comment je vais Ouais. faire, mais je vais pas y arriver. Et puis, ben, finalement, je crois qu'on a trouvé nos marques aussi avec Louis, tout doucement. Ça a pris du temps quand même, hein. Je pense que ça a pris 3-4 mois Ah, c'est normal, Ouais, hein. c'est normal, mais C'est tout qui quand t'es change. tout seul à gérer, Ouais. j'ai connu pendant ces 3-4 mois des accès de violence. Alors pas vers mon fils, hein, je précise quand même, mais que j'ai jamais connu avant. J'ai tapé dans des portes alors que je suis pas violente du tout. La violence, ça me fait peur plutôt. Mais là, il y a eu des soirs où j'étais obligée. J'ai tapé dans des portes parce qu'il fallait que ça sorte. On en était à 10. Enfin, je le mettais dans son lit à 8 heures, à 11 heures, il dormait toujours pas et La il vache. se relevait en disant maman, j'ai soif, maman, un câlin, maman. Et impossible de le faire dormir. Et au bout d'un moment, bah, toi, t'es naze en tant qu'adulte et en tant que maman. Oui. Voilà. Donc, ouais, ça a duré 3 mois. Et puis, on a réussi à trouver notre rythme, à peu près. Il a commencé à vraiment faire ses nuits. Donc, à toutes celles qui se disent mon enfant ne dormira jamais, juste pour vous dire, la nuit dernière, il s'est couché à 8h30 et il s'est réveillé à 8h ce matin et il s'est pas réveillé entre deux. Ça arrive, Bravo, Louis. ça arrive. Donc, Ça passe, tout passe. ouais. C'est des fois un peu long. C'est ce qui revient le plus, hein, ces derniers temps dans le podcast, c'est que c'est vrai. Mais quand t'es dedans, c'est compliqué. Dedans, c'est compliqué. Donc voilà. Mais il y a quelque chose aussi qui a vachement aidé sur le sommeil de Louis, il me semble me rappeler, c'est que t'as entamé une thérapie et ta psy t'a vachement aidé là-dessus à te déculpabiliser. J'avais commencé à la voir avant qu'on se sépare et puis c'est vrai qu'elle m'a vachement aidé à déculpabiliser et à me rendre compte qu'en fait je me servais de mon fils comme doudou plus que l'inverse en fait. C'est-à-dire que quand ça se passait pas super bien avec mon ex, eh ben je me servais de mon fils comme d'un réconfort et que j'avais plus besoin de lui que lui de moi pour dormir en fait. Et ça a été un peu compliqué à processer, on va dire. Oui, tu m'étonnes. Je prends un peu ça dans les dents en disant ok. Et puis ben finalement ça fait son chemin. Ça a mis un petit peu de temps à faire son chemin. Et à partir du moment où j'ai été plus ferme et où j'ai compris que non, j'allais pas le casser en lui disant maintenant tu dors, je sors de la chambre même si tu dors pas. Et ben ça s'est bien passé. Et là maintenant il dort. Alors il y a encore des jours un peu compliqués quand il est malade, c'est plus compliqué, mais ça c'est normal. Voilà. Normal. Mais je sens quand même un vrai traumatisme du sommeil. C'est-à-dire qu'il y a eu des... Alors maintenant, je le sais, mais quand il dort mal, c'est qu'il va être malade. Quand il se réveille la nuit, 2-3 fois, c'est 2 jours après, il est super malade, il a de la fièvre, enfin, il va pas bien. Et... Il y a une alerte, c'est pas mal. Ouais, c'est mais pratique. t'as tendance à oublier des fois comme ça, comme il est rarement malade. Et la semaine, il y a 15 jours là, il s'est réveillé au milieu de la nuit 3 fois en pleurant, en faisant des cauchemars, ça allait pas du tout. Je me suis fait des crises de tachycardie, de la trouille, de c'est bon, ça recommence, j'ai pas envie de replonger là-dedans. Donc il y a un vrai traumatisme du sommeil. Ouais. Ça m'étonne pas, faut dire que t'as vécu l'enfer quand même. Hein. Ça a été long. Il a commencé à faire vraiment ses nuits à 2 ans et demi. Ouais, et puis on parle pas d'un réveil par nuit. Ah non, on était sur 4, 5, 6 réveils par nuit des fois, ouais.
avec un endormissement à rallonge entre 20h et En 22h. plus. Donc on calait quand même 6 réveils par nuit entre 22h et 7h du matin. Ouais, c'était compliqué. Mais du coup, oui, j'imagine que le traumatisme, oui, enfin, ça m'étonne Ouais, pas, ah bah on va dire. oui, mais vraiment, j'ai eu l'impression, quand il m'a réveillée la nuit, d'être au milieu d'une guerre. C'est-à-dire de me réveiller en panique complet avec le cœur qui battait à 150 et d'avoir envie de pleurer et de me dire ah non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, si je veux pas que ça recommence, je veux pas que ça recommence. Donc je pense que j'ai pas fini de voir ma psy. J'avais un peu calmé les rendez-vous là. Et puis, je pense que je vais y retourner parce que je sens qu'il reste des trucs à résoudre. En tout cas, au moins sur le sommeil, si ce n'est sur tout le reste. Mais ouais, il reste des trucs. De toute façon, est-ce qu'on n'a pas tous des trucs à résoudre? Je pense. Et en l'occurrence, toi, t'as le sommeil en plus. Oui, Mais tu me connais, tu sais que moi, je suis partisane de penser que tout le monde devrait voir un psy. Parce qu'on a tous des traumas et que si on les connaissait et ne serait-ce qu'on les connaissait, en fait, ça irait mieux. Mais bon, ce n'est que mon avis et ce n'est pas le sujet du podcast, je ne suis pas psy. Tu peux pas tout faire non plus. Je peux pas tout faire. J'aurais bien aimé, ceci dit. Mais bref. Ce qui a aidé aussi, alors oui, je pense que personne n'est dupe là-dessus. Avec Sarah, on est très amis, c'est même la marraine de ma fille, donc oui, je connais un petit peu son histoire. Donc oui, je vais la lancer moi-même sur les sujets. Vous étonnerez pas, mais en même temps, j'aurais pas été capable de faire ce genre de podcast et de suite, avec quelqu'un que je ne connaissais pas très bien. Bref. Ce qui a aidé aussi vachement, c'est que t'as pris des antidépresseurs. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve, pour y être moi-même sous antidépresseurs, que c'est vachement diabolisé, alors que, putain, ça sauve la vie. Pardon pour le langage, mais ça sauve la vie. Ça m'a sauvé la vie. Est-ce que toi, tu veux parler de ça et de comment ça t'a aidé dans ton quotidien, avec et sans Louis, en fait? J'ai commencé à les prendre au mois de novembre l'année dernière, à peu près quand on a commencé à enregistrer, je pense. Là où, en fait, je me suis retrouvée chez mon médecin traitant pour un espèce de rhume qui passait pas, enfin, un truc moitié bâtard. Et je me suis mise à pleurer, mais en disant que je venais de perdre mon chien, je venais d'enterrer mon chien 3 jours avant, quoi. Et puis, je me suis mise à pleurer. Et il m'a dit, mais ça va pas, il faut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Donc, je vous prescris des séances de psy. Alors, je lui ai dit oui, enfin bon, je la vois déjà. Il dit oui, bah il faut y retourner. Je dis bon, d'accord. Mais en attendant, on va passer sous anxiolytiques. Et donc, il me dit vous revenez me voir dans 15 jours, voir si ça va mieux. Alors, on a commencé par des anxiolytiques et ça m'a vraiment aidé à dormir parce que j'avais tellement de trucs dans la tête que en plus de quand mon fils arrivé à dormir, moi je dormais pas, donc c'était encore pire. Mais au bout de 15 jours, je sentais que j'étais au fond du trou. C'est-à-dire que j'avais plus envie de me lever le matin. Ça allait pas mieux en fait, je dormais un peu mieux, mais dans ma tête, ça n'allait pas. Le boulot, j'avais pas envie. Les copains, j'avais pas envie. Me lever le matin pour m'occuper de mon fils, c'était une corvée. Tout était une corvée. Et donc il m'a dit bon bah on tente les antidépresseurs. Étant donné que c'est quand même diabolisé, j'avais envie d'essayer sans, mais quand il m'a proposé, je me suis bien rendu compte que c'était le seul truc qui allait marcher. J'avais déjà tout essayé en fait. J'avais la psy, j'avais les anxiolytiques, il fallait les antidépresseurs. Donc on a essayé une première molécule qui a pas du tout marché, puisque là bah j'avais tous les inconvénients sans aucun désavantage. En un mois, j'ai pris 4 kilos, j'avais plus aucune libido, mais j'étais toujours autant déprimée. Ah bah oui, bah pourquoi pas. Du coup, on a changé de molécule. Et là, quand on dit on va passer sur du Prozac, dans ma tête, je sais pas si c'est tout le monde, mais dans ma tête, le Prozac, c'est un truc énorme. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pour les gros dépressifs. C'est le... Oui, j'avoue. Mais moi, je pensais que le Prozac, c'était un anxiolytique déjà, donc voilà. Et donc, il me dit Prozac. Je dis, bah, il n'y a pas quelque chose de moins fort. Il dit, non, mais on reste sur la base. Et le Prozac, c'est celui qui s'arrête. Enfin, ça fait partie de ceux qui s'arrêtent le plus facilement. Il y a moins de dépendance, en fait. Mais en fait, c'est pas fort, le Prozac. Alors, tu peux avoir des posologies qui sont super fortes, mais le plus petit du Prozac, bah, c'est pas fort. Donc, et ça, c'est à cause des films et des séries, parce que ils sont tous sous Prozac. Du coup, tu te dis, non, mais tu les vois être des zombies sous Prozac, en fait. Alors, t'as pas envie de devenir ça, quoi. T'as l'impression que l'antidépresseur va te zombifier, alors que non.
Ça met un petit peu de temps à faire effet, l'antidépresseur. Les 3 premières semaines, tu te demandes si ça marche. Et puis, tu te réveilles un matin et ça va mieux. T'as envie de te lever déjà. Franchement, ça fait du bien. Ça Ouais. éclaircit la tête. J'ai pas eu l'impression de devenir un zombie. J'ai pas eu l'impression de pas être moi. J'ai eu l'impression, justement, de redevenir moi. Et d'être contente de me lever le matin et d'être contente qu'il fasse beau. Alors que avant, j'étais juste triste qu'il fasse pas beau. Voilà, j'avais plutôt tendance à voir tout en noir, alors que là, je recommençais à voir plutôt en couleur. Et ça m'a bien aidé à passer une première étape. Donc ça, c'était au mois de novembre. Et en janvier, je revois ma psy qui me dit bah, vous avez l'air d'aller vachement mieux. On peut essayer, voyez avec votre médecin pour essayer de diminuer les doses. Parce que ça sert à rien de continuer si... Et mon médecin me dit normalement, c'est 6 mois quand même. Un traitement antidépresseur pour être sûr que ça marche, c'est 6 mois. Mais bon, après, si votre psy vous dit on baisse, on peut baisser. Et donc, on a baissé mi-janvier. Donc, il m'a dit bah, vous prenez un demi-comprimé tous les jours au lieu de prendre un comprimé. Voilà, mi-janvier. Et donc, le 26-27 janvier, quelque chose comme ça, mon fils me fait dans la nuit une poussée de fièvre mais phénoménal, truc costaud. Et donc le lendemain matin, bah, je le teste Covid avant de le déposer chez la nourrice parce que on sait jamais, on était en plein dedans, on sait jamais. Et il bouge tellement que je sais pas comment je me débrouille. Je mets la pipette sur la cassette de test là, et en fait j'ai que la barre positif qui s'affiche, mais pas la barre test. Donc je me dis, ah, le test il est pas bon, tout ça. Allez, par acquis de conscience, je me teste moi. Si je suis négative, on considère que le test est négatif. Ok. Parce que à 2 ans et demi, faire des tests Covid, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, quoi. Les trucs dans le nez, C'est ils aiment pas clair. ça. Et là, mon test positif en 3 secondes, quoi. J'ai pas eu besoin d'attendre les 10 minutes réglementaires. Bon, bah donc t'appelles la nourrice, fais on viendra pas parce qu'on a le Covid. Tu prends des rendez-vous test PCR, tout ça. Et là, c'est parti pour une semaine d'isolement avec ton fils de 2 ans et demi, en pleine forme, parce que lui, il a fait une nuit de fièvre et c'est tout. Et toi, au bout du rouleau, dans le canapé. Sans pouvoir appeler qui que ce soit Ouais, pour aider. j'étais la première de mon entourage à avoir le Covid et quand même on a tenu longtemps dans ma famille hein, parce que je suis la première à avoir eu le Covid en janvier 2022. Donc c'est pas faux. on est des warriors quoi. Mais en attendant, tous mes copains ne l'ont pas encore eu, mes parents ne l'ont pas encore eu, ma sœur l'a pas encore eu, donc j'ai personne j'ose demander à personne de venir me filer un coup de main pour garder mon fils. J'ai pas envie de refiler ça à mes parents qui sont un peu plus âgés. Voilà. Donc une semaine toute seule, bloquée à la maison, sans pouvoir voir personne. J'ai juste ma sœur qui passe me déposer des courses en les déposant sur la terrasse. Elle va me faire des courses, elle me dépose ça sur la terrasse. On a discuté à travers la porte à 3 mètres d'écart, de loin, quoi. Et là, je pense que c'est la pire semaine depuis que Louis est né. Ouais. Parce que moi, j'ai mal à la tête et je suis naze. Je suis pas bien, je suis malade, pour de vrai. Et lui, il est en pleine forme. Et étant donné que moi, j'avais pour règle de pas trop de télé à la maison. Le père de Louis passe sa vie sur la télé. La télé doit être allumée en permanence. C'est une règle chez lui, je pense. Et chez moi, je suis pas très télé. Donc, quand Louis était les semaines chez maman, il n'y avait pas de télé. Là, j'ai été obligée de le forcer à regarder des dessins animés. On se pose parce que je pouvais pas. Ouais, et je le testais tous les jours, des fois que le test soit devenu négatif, que je puisse le refiler à son père, mais non. Donc au bout d'une semaine, j'ai appelé, parce que on a fait le test positif un mercredi. Donc moi j'ai mon fils du dimanche au dimanche. Oui. Je l'avais déjà depuis 4 jours. Étant donné qu'on a fait le test le mercredi, je dis je le garde une semaine complète. Je vais pas le refiler à son père au milieu de la contagion, quoi. Et donc on avait. Soyons sympas quand même. Au moment où on prend cette décision-là, que je le garde une semaine complète, on se dit avec son père, je le garde les 15 jours complets. Je le regarde jusqu'au dimanche. Ça décalera les semaines, c'est pas grave, mais c'est facile. Le mercredi matin, je l'appelle et je peux te le refiler ce soir parce que là, je peux plus. Il me dit ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Qui fait plaisir parce que il aurait pu me dire ah bah non, c'était pas l'organisation. Voilà. Et donc je refile Louis à son père parce que moi je suis au bout du rouleau et je me dis bon là j'ai 10 jours parce que du coup son père le gardait 10 jours, on était sur sa semaine après, voilà. J'ai 10 jours pour me reposer, tout va bien se passer. Et en fait non. Parce que comme j'avais pas eu assez d'emmerdes jusque-là, mon Covid s'est transformé en Covid long. Donc j'ai passé 2 mois et demi dans le brouillard complet, avec une fatigue immonde, mais vraiment, c'est-à-dire que les semaines, parce que je prenais quand même Louis une semaine sur 2, mais il allait chez la nourrice, moi j'étais en arrêt, j'étais incapable de travailler. Et la nourrice habite à 150 mètres, je pense. Aller déposer mon fils à pied chez la nourrice et revenir, ça nécessitait 2 heures de sieste.
C'est-à-dire que je marchais 10 minutes, il fallait que je dorme 2 heures. Et donc l'après-midi, je dormais 2 heures en prévision d'aller le chercher, de faire 10 minutes de marche pour aller le chercher le soir. Ouais, t'étais HS total. On dit que les mères font plus de Covid long. Alors c'est ce que mon médecin m'a dit, ouais. Ouais, parce que quand elles ont le Covid, de toute façon, quand on est mère, bourre beaucoup. Pas pour tous, heureusement, il y a des conjoints qui assurent, mais quand on est mère, souvent, on ne peut pas se reposer parce qu'il faut quand même assurer. Et donc, si on ne peut pas se reposer, on ne peut pas guérir correctement. Et dans le cas du Covid, ça entraînerait plus de Covid long. Et c'est quand même assez fou, assez triste aussi, mais assez représentatif de la situation des mères aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... C'est le premier truc que m'a dit mon médecin, en fait, quand on a détecté que... En fait, donc j'ai eu mon arrêt d'une semaine normal, mon isolement d'une semaine, et au bout d'une semaine, je suis retournée voir mon médecin en disant « je peux pas reprendre le travail, je suis trop naze ». Et il m'a dit « c'est quand même bizarre, ça dure longtemps, bon je vous arrête une semaine de plus, le temps de vous remettre ». Et au bout d'une semaine, j'y retourne, toujours pas mieux, et là, il me dit « ça m'étonne pas, dans ma patientèle, vous êtes 6 à faire des Covid qui durent plus longtemps, et sur les 6, j'en ai 5, c'est des mères avec des jeunes enfants ». Donc voilà, niveau pourcentage, on est à peu près là. Ouais, c'est un échantillon très très petit, oui, mais quand même, on y est. Hein. Et après, j'ai lu aussi, alors j'avoue que j'ai arrêté... Il est passé depuis mon Covid long, donc j'ai arrêté de faire des recherches dans tous les sens. Mais j'ai vu passer un article, je sais pas ce que ça vaut, qui disait que un des facteurs qui favorise le Covid long, c'est la dépression. Ah oui ? Ouais. Alors, à regarder. Je te laisserai faire un aparté à la limite si tu veux. Je vais essayer, mais je garantis pas de trouver quelque chose, mais je vais essayer. J'essaierai de retrouver l'article et puis je te le mettrai dans les commentaires de podcast si tu veux. Mais j'ai vu passer ça et je me suis dit, ouais, en fait, j'ai fait mon Covid long au moment où j'étais au pire de ma dépression. Ouais. C'est vrai que t'es enchaîné, toi. Ouais. Et donc, le Covid long, c'est 2 mois à être naze en permanence, à pas trouver ses mots, c'est-à-dire qu'un jour, on s'est foutu de moi parce que pendant un quart d'heure, j'ai pas trouvé le mot frigo. Mais si, le truc qui fait du froid là, dans la cuisine, un meuble, mais le meuble où il y a du froid dedans. Mais si tu ranges des trucs à manger dedans. Voilà, un quart d'heure pour trouver frigo. Ouais. Et la fatigue en permanence, c'est-à-dire que m'occuper de mon fils m'épuisait. Donc je faisais une semaine sur 2 où je m'occupe de mon fils, et encore que le matin et le soir. Le week-end, j'avais du monde à la maison, mes parents, pour m'aider, quoi. Des gens pour relayer, ouais. Ça. Alors pas tous les week-ends non plus, mais dès que je pouvais, voilà. Et les semaines où je l'avais pas, je dormais. Et j'ai fini par trouver le remède. Alors, c'est pas officiel. Il y a des médecins qui se sont fait taper sur les doigts pour avoir prescrit ça. Mais il arrive un moment où t'en peux plus. T'es à bout. Tu testes tout ce que tu peux tester. Et j'ai vu passer un article disant que les antihistaminiques faisaient vachement d'effet sur des gens aux États-Unis, sur notamment le Covid. Je suis allée voir mon médecin. J'ai dit on teste. Il m'a dit oui, de toute façon, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, si vous voulez, on teste. Et en 48 heures, j'avais retrouvé ma joie de vivre, ma motivation, mon énergie, et puis plus mal à la tête parce que j'avais mal à la tête 24 heures sur 24. On en était arrivé à la morphine qui me calmait pas le mal de tête. On a essayé de la codéine, d'abord Doliprane, puis ibuprofène codéiné, puis la morphine, puis je sais plus à quoi on était arrivé, mais ça passait pas. Et en 48 heures, j'avais plus de fatigue et plus de maux de crâne. Alors, je fais quand même une parenthèse. Évidemment, c'est toi, Sarah, qui a pris ça en toute connaissance de cause et avec validation de ton médecin. Ce n'est pas un remède validé par l'État ou par n'importe quelle grande instance de santé. Je veux vraiment le préciser. Oui. En l'occurrence, ça a marché chez des gens, mais il n'y a rien de prouvé, il n'y a pas d'études, et je veux surtout pas qu'on me taxe de... Non, c'est pour ça que je l'ai dit dès le début, il y a des médecins qui se sont fait taper sur les doigts pour avoir prescrit ça, parce que ça fait pas partie des recommandations des antihistaminiques. Les antihistaminiques ne guérissent pas le Covid, vraiment. Il faut être clair là-dessus. Mais avec des recherches qu'on a fait avec mon médecin, c'est possible que le Covid long vienne du fait que ton corps continue à se battre contre des bouts de virus qui sont encore là alors qu'ils sont morts, grosso modo. Et c'est le même principe qu'une allergie. Et donc les antihistaminiques feraient que ton corps arrête de se battre pour rien. Mais c'est des suppositions, il n'y a rien de prouvé, et c'était un essai qu'on a fait avec mon médecin, ça a marché sur moi, il y a des gens chez qui ça marche pas. Voilà, c'est pas une recommandation médicale du tout. Du tout. C'était juste pour dire, j'ai trouvé une solution miracle pour moi à un moment T qui a marché et qui m'a permis de revivre. Parce que et c'est génial. Franchement, ça aurait pu être des billes de sucre, ça aurait été génial pareil. Ah oui.
Mais ouais. J'étais arrivée à un moment où je prenais n'importe quoi, de toute façon. Si tu m'avais dit, écoute, Ouais. l'homéopathie, ça marche, alors pourtant je suis farouchement opposée à l'homéopathie d'un point de vue tout à fait personnel, mais si tu m'avais dit l'homéopathie, ça marche, j'aurais testé. Hein. Ouais. Donc voilà, on est quand même là arrivé début avril. Ouais. On arrive début avril, t'as enchaîné. Séparation, dépression, Covid long, décès de ton chien. Ouais. Tu t'es pas pété un truc? Si, j'avais oublié, t'as raison. En fait, je sors de mon Covid long, donc début avril, et 10 jours après, chez mes parents, on est avec mon fils, et tout le week-end, je dis à mon fils, Louis, range tes petites voitures, les laisse pas traîner par terre. Et à chaque fois, il range. Et il y en a une qu'il a pas rangée. Au moment où on va pour partir de chez mes parents le dimanche après-midi, parce qu'il faut que je rende Louis à son père, je prends Louis dans mes bras pour qu'il fasse un bisou à son grand-père, fais un câlin, et je m'en vais vers la porte et Louis chouine un peu, il se débat. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai posé le pied sur une des petites voitures qui traînait, la petite voiture qui traînait. Et donc, je suis tombée au ralenti. J'ai réussi à déposer mon fils doucement. Lui, il a pas eu mal, rien du tout. Je me suis rattrapée à un truc qui a glissé, je sais pas quoi. Je me suis retrouvée vautrée comme une merde, hein, pardon pour l'expression, mais par terre. J'ai quand même réussi à rentrer en voiture, à déposer mon fils chez son père, parce que je pense que c'était encore le chaud, quoi. Enfin, l'adrénaline fait que, voilà. Et je suis rentrée chez moi, et le lendemain, j'ai pas réussi à me lever. Enfin, en tout cas, ça a été super dur. Donc, j'ai quand même réussi à aller aux urgences en voiture, mais en pleurant ma mère. Non, même pas. Même pas. T'avais pas le choix. J'ai demandé à mon beau-frère de m'emmener aux urgences parce que je pouvais pas conduire. Donc, c'est mon beau-frère qui m'a emmené aux urgences. Et là, entorse de la cheville et du genou. Voilà, donc immobilisé 15 jours complets. Et là, t'en es à un stade où tu te dis, la vie m'en veut. Ouais. J'ai fait quelque chose, la vie m'en veut. Là, tu te dis, commence à faire beaucoup quand même. Et je pense que ça a été la fin, vraiment, des emmerdes. Ouais. Après, ça a commencé. Tu les as tous faits pour dire c'est bon, c'est fini. C'est ça. J'ai un peu l'impression qu'au bout d'un moment, tu touches le fond du trou, tu t'arrives au bout. De toute façon, tu peux pas aller plus bas. Donc, il faut remonter, quoi. Et on était arrivé à peu près 6 mois d'antidépresseurs. C'est ça, du coup, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que, du coup, t'as repris à dose pleine ou est-ce que t'as continué à demi Non, en dose fait, le Covid, on avait arrêté de 10 jours avant que je chope mon Covid. Et une semaine après mon isolement, là, où je sentais que ça allait pas du tout, je suis retournée voir mon médecin et j'ai dit, ça va pas, il faut qu'on reparte sur la dose normale. Et il m'a dit, oui, ça m'étonne pas, de toute façon, c'est ce que je vous avais dit, c'est 6 mois. Donc, j'ai fait 3 semaines, je pense, au milieu où j'avais une demi-dose. Et puis sinon, j'ai repris la dose complète. Et au bout de, du coup, arrivé au mois d'avril, je pense. Ouais, c'est ça, avril, après mon entorse, je sentais que ça allait mieux. Donc on en a discuté avec mon médecin qui m'a dit on attend encore un peu parce que vous avez enchaîné quand même là, donc on attend encore un peu. Et je me suis rendu compte courant juin qu'en fait ça faisait 3 jours que j'avais oublié mon antidépresseur et que ça allait. Donc je suis allée voir mon médecin et il m'a dit si vous l'avez oublié et que ça va, on arrête. J'ai dit oui, mais est-ce qu'il faut pas sevrer doucement, enfin faire les choses bien quoi. Il me dit oui. En théorie, mais là, vu que ça fait 3 jours, il dit ce qu'on fait, c'est que pendant 15 jours, vous prenez un demi par jour, puis 15 jours après, un demi tous les 2 jours, et puis après, vous arrêtez. Et il me dit, mais par contre, si vous l'oubliez, c'est pas grave. Donc, je pense que j'ai fait un sevrage de 2 jours. Et que le 3e jour, j'ai re-oublié mon antidépresseur. Donc, voilà. Et c'est important de dire ça aussi parce que les antidépresseurs, c'est bien, mais en plus, c'est pas à vie. Non. Ça va mieux. Alors, je sens toujours qu'il y a des moments qui sont plus durs. On va pas se mentir. Oui, mais comme tout le monde, j'imagine. Alors, comme tout le monde, mais il y a quand même des jours où j'ai un peu peur de retomber dans la dépression. Il y a vraiment des jours où c'est noir. Mais ça dure pas longtemps. Et je pense que j'ai réussi quand même à corréler ça avec mon cycle menstruel. J'ai quand même l'impression. Faut savoir que ça peut agir sur l'humeur. J'ai quand même l'impression que les 2 jours avant les règles et les 2 premiers jours de règles, si je passe sur un pont, je saute. Hein, voilà. Mais je sais que ça va arriver, je sais que c'est à ce moment-là, et donc. Et t'évites les ponts. Voilà, j'évite les ponts, j'évite les fenêtres. Je plaisante, c'est pas à ce point-là, mais il y a quand même il y a quand même souvent 1 ou 2 journées où c'est très très dur. J'ai gardé les anxiolytiques en fait. Enfin, je les prends pas tous les jours, mais mon médecin m'a represcrit une boîte d'anxiolytiques pour les moments durs justement, ou le soir où j'arrive pas à dormir. Il me dit c'est pas un traitement sur le long cours, mais ça peut vous servir. Et effectivement, je sais qu'il y a des soirs où
où j'en ai besoin, mais j'en prends un. Si j'en prends un tous les 3 mois, c'est un grand max, quoi. Mais Ouais. je sais que j'ai la boîte. Et franchement, dans la tête, ça Ça aide. fait du bien. Après, c'est pareil, ça reste des médicaments, c'est pas de l'automédication, c'est vu avec mon médecin. Et c'est pas une boîte de médicaments, enfin une boîte de bonbons, je veux dire, que je prends pour faire plaisir, quoi. J'essaye d'éviter au maximum, mais voilà. Et puis donc du coup, à partir de mai, la situation s'est quand même vachement embellie pour moi. Parce que j'ai changé de boulot, j'ai rechangé de boulot parce que quand on s'est vu il y a un an, je t'expliquais que avant je faisais un boulot plus technique, j'étais passée au commerce et puis début d'année sur avril, mai, dans ces eaux-là, je suis passée responsable commerciale de ma boîte. Voilà, c'est pas encore officiel, mais je suis en passe de devenir directrice commerciale. Donc voilà, au niveau boulot, j'ai une alternante donc qui m'aide à me soulager quand même vachement du boulot que je peux avoir. Donc niveau boulot, vraiment je m'éclate. Je m'épanouis, ça fait vraiment du bien. Je suis contente de me lever le matin pour aller bosser. Donc voilà, après la phase très down des 6 mois, des 6 premiers mois de l'année qui vient de passer, on va dire, les 6 mois à venir, là, enfin 6 mois suivants ont vraiment été sympas. Et puis du coup, le fait de ressortir la tête de l'eau m'a quand même vachement aidé à aimer mon fils. C'est ça, je voulais en arriver là parce que il y a un an, on a pas mal parlé du lien que tu construisais ou pas, en l'occurrence, avec ton fils et que ça avait vraiment mis beaucoup de temps pour toi. Aujourd'hui, tu dirais que ce lien, il est arrivé, tu l'as ressenti quand? Je pense que je l'ai vraiment ressenti quand je suis sortie de ma dépression, avec le recul en fait. Ça correspond vraiment au moment où ma vie s'était calmée, c'est-à-dire que j'avais commencé à m'installer dans ma nouvelle vie. J'étais sûre que l'organisation de la garde alternée fonctionnait. Ma maison était refaite parce que je sais plus si j'en avais parlé il y a un an ou pas, mais on avait acheté une maison avec mon ex, avec plein de travaux à faire dedans qui n'ont jamais été faits, donc je vivais dans une ruine. J'ai mes parents, j'ai des copains de mes parents, j'ai des copains à moi qui sont venus me filer un coup de main. On a refait complètement la maison, donc elle est habitable, elle est jolie, elle est chaleureuse, elle est accueillante. Et du coup, j'ai fait une salle de jeu pour lui, il a ses endroits, sa chambre est faite, il a ses jouets, il a l'air bien dans cette maison, moi aussi. Du coup, tout ça, plus la sortie de la dépression, fait que l'environnement dans lequel j'évolue est vachement plus agréable. Et donc me permet quand même d'être bien avec mon fils. C'est-à-dire que les moments où je suis avec mon fils, je suis avec mon fils. J'ai rien d'autre à m'occuper que lui. Et donc oui, j'ai commencé en fait à apprécier être avec mon fils quand tout ça s'est calmé. Quand j'avais plus que ça à m'occuper. C'est-à-dire que j'avais plus la tête prise par la maison, le divorce, la dépression, toutes les autres emmerdes que j'ai eues. J'avais plus que mon fils et moi à m'occuper. Et là, j'ai senti que oui, il se passait quelque chose. Et puis le fait qu'il grandisse aussi. Là-dessus, je me retrouve vachement dans les reproches qu'on peut faire au papa en disant de toute façon il commence à s'intéresser à son enfant une fois que l'enfant devient intéressant, c'est-à-dire qu'il parle, il marche, il joue. Eh ben je suis pareil. En fait, je pense que intérieurement je suis un homme. La partie bébé des enfants ne m'intéresse pas du tout. Oui, alors, sauf que toi, en l'occurrence, nous, c'est la reproche aux hommes qui est fait, c'est effectivement de pas aimer. Mais c'est surtout que du coup, ils s'en occupent pas. Oui, mais moi si. Et qu'ils attendent les 3 ans. Mais toi, tu t'en es occupé. Je m'en suis occupée, mais parce que j'avais pas trop le choix, en fait. Mais il y a plein de gens, enfin, il doit y avoir plein de femmes qui sont pas très bébés. Enfin, moi, ça me choque pas du tout. Moi, j'adore ça, clairement. Mais ça me choque pas qu'on me dise 3 premières années, c'est relou. Parce que, effectivement, la première année, c'est de la surdépendance. La deuxième année, et la troisième année, c'est des crises tout le temps. Alors, il y a des trucs extraordinaires, hein, mais c'est des crises tout le temps. Là, je parle vraiment du négatif. Je peux entendre qu'on apprécie vraiment d'être avec un enfant, qu'à partir du moment où il parle, où il s'exprime, où il sait vraiment s'exprimer, où il sait jouer, donc c'est quand même un peu plus intéressant que de faire à gaga. Je dis ça alors que j'adore ça, hein, oui, moi, oui, la petite enfance, hein. Mais avec un hochet, pour moi, ça me choque absolument pas. Enfin, je dirais même c'est normal. Oui, et c'est autant normal que d'aimer ça. Oui, mais je trouve que autant d'un point de vue d'un père qui va dire moi j'ai commencé à adorer jouer avec mon fils quand il avait 3 ans, bah on trouve ça à peu près normal. Une mère, c'est pas encore normal que la mère dise bah moi j'ai commencé à apprécier mon fils, il avait 3 ans quoi. Mais la société l'emmerde. D'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à ma sœur et à mes parents parce que j'avais dit à ma sœur et à mes parents que j'avais enregistré un podcast il y a un an avec toi.
Enfin, j'avais pas dit avec toi. J'avais enregistré un podcast sur ma maternité. Et ma sœur, cette petite fouine, je t'embrasse, Fanny, a parcouru tout Internet en long, en large et en travers pour trouver l'épisode, sans me le dire. C'est ma mère, Fanny, c'est maman qui a cafeté. C'est ma mère compte là. voilà, c'est ma mère qui a cafeté, qui m'a dit que en fait ma sœur lui avait envoyé l'épisode en lui disant tu te rends compte comment est-ce qu'on peut dire ça, on peut pas dire qu'on n'aime pas son enfant. Et si un jour Louis tombe dessus, qu'est-ce qu'il va penser? De toute façon, t'es une mère, tu dois aimer ton enfant. Comment c'est possible de pas aimer son enfant, quoi? Donc j'en ai jamais reparlé avec ma sœur, mais c'est l'occasion de dire que oui, ça arrive. Tu n'es pas obligé d'aimer ton enfant dès la première minute, et qu'un lien, ça peut se construire et ça peut mettre longtemps à se construire, que la dépression n'aide pas souvent la construction de ce lien, ou alors l'aide trop, c'est-à-dire que c'est soit tu deviens complètement dépendant de ton enfant, soit pas du tout. Oui, et puis c'est un petit peu plus compliqué que aimer ou ne pas aimer en plus. Oui. C'est-à-dire que c'est mon fils. Depuis qu'il est né, je sais que c'est mon fils. Et c'est pas que je l'aime pas, je l'ai aimé, mon fils. Mais je me sentais pas, comment expliquer? Je me sentais responsable de lui, responsable du fait qu'ils doivent rester en vie, être nourris, propres, animés, on va dire. Voilà, fallait que je m'en occupe, mais je n'arrivais pas à faire passer mon fils en premier. C'est-à-dire que j'en étais à un point, je pense, dans ma vie où si j'arrivais à me sauver moi, c'était déjà pas mal. Donc, je faisais ce qu'il fallait pour que mon fils soit bien, mais je ne pouvais pas sacrifier tout ce que je faisais pour mon fils. Et pourtant, j'en ai sacrifié des trucs. Mais t'étais déjà énormément sacrifié en fait. Oui, mais je ne comprenais pas, par exemple, il y a des copines à nous qui vont se reconnaître sans doute, mais les copines qui disaient mais moi je peux pas laisser mon fils une nuit, j'y arrive pas. Bah moi pendant longtemps. Alors que moi j'en avais besoin. Mes déplacements, j'en avais besoin. Quand on s'est séparés avec mon ex, 1 semaine sur 2, j'ai pas mon fils. On reparlera peut-être de la garde, des organisations de garde un peu plus tard, mais 1 semaine sur 2, j'ai pas mon fils. C'est-à-dire que je suis 7 jours consécutifs sans voir mon fils. C'est pas un problème pour moi, vraiment. Chez beaucoup de copines, ce serait impensable. D'ailleurs, il y a des mamans que je connais qui sont pas bien dans leur couple, qui refusent la séparation parce que ça nécessiterait de pas voir son enfant pendant plusieurs jours d'affilée. Moi, c'est vraiment pas un critère, c'est au contraire. Et donc, je comprends que quand on entend ça, on puisse se dire, en fait, elle aime pas son enfant. Alors que si, j'aime mon fils, mais j'ai aussi appris à m'aimer moi un peu. Pendant 15 ans avec mon ex, je me suis un peu oubliée. C'est-à-dire que et c'est long 15 ans. C'est long 15 ans. Donc je suis en train de me reconstruire. Et il faut que j'arrive à me reconstruire en ayant une dépendance, enfin quelqu'un qui dépend de moi en fait. Voilà. Et je ne peux pas m'oublier complètement pour Louis. Et je pense aussi que la relation qu'on a construite avec Louis s'est vachement améliorée au moment où j'ai compris que j'avais le droit d'avoir mes propres idées, que j'avais le droit d'avoir mes propres envies et que je pouvais vivre pour moi. Et on le sait, tous, enfin toutes, en l'occurrence, la société c'est un peu plus compliqué, mais nous on le sait en tant que mère, en tant que parent, je pense, qui écoute ce podcast en tout cas, une maman qui va bien, c'est extrêmement important parce que forcément tout ira mieux si la maman va bien. Et je dis pas que si la maman va pas bien, on casse notre enfant. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que je vois bien le... Oui. Non, enfin, elle est pas bien, c'est la faute de personne ou des fois d'autres gens, mais en tout cas c'est pas la faute de la mère, ça c'est sûr. Et je sais plus où je voulais en venir, enfin je sais plus comment je voulais conclure ça, mais... Une maman qui va bien, c'est un enfant qui a plus de chances d'aller bien. C'est ça. Et du coup, la société va te blâmer en tant que mère parce que tu n'arrives pas à construire du lien avec ton enfant, parce que, je sais pas, pour X raisons, de toute façon, t'es la mère, donc il va y avoir 20 000 raisons pour lesquelles tu vas être blâmée dans la société, mais ne t'aide pas à aller mieux. Et je dis pas que toutes les personnes qui regrettent d'être mère ou des personnes qui ont mis du temps à construire du lien allaient pas bien. Je dis juste, enfin, il y a plein de possibilités différentes, mais je dis juste que ça, c'est trop important et que c'est trop oublié et que on abandonne les mères à la naissance de leur enfant, parce que j'en ai parlé sur Instagram il y a pas si longtemps que ça. Moi, je pense que c'est parce que elles ont rempli leur rôle, elles ont enfanté. Maintenant, c'est l'enfant qui est important. Et sauf que, au quotidien, qui est-ce qui s'occupe de l'enfant? C'est les parents. A fortiori la mère. Donc, si elle va pas bien, voilà, et ça peut donner des choses comme ça. Et effectivement, tu le dis toi-même, le lien il s'est construit à partir du moment où t'allais mieux. J'ai commencé à aller bien, ouais. Est-ce que tu te classerais mon Dieu, quelle horreur. Est-ce que le regret maternel, ça te parle, toi? Ouais.
Alors, de moins en moins. Mais pendant les 2 premières années et demie, on va dire, j'ai vraiment regretté d'avoir eu un enfant. J'ai vraiment regretté tous les chamboulements que ça m'avait apporté. Après, une fois que je suis sortie de ma dépression et que j'ai pu voir un peu plus clairement derrière, en fait, de me retourner et voir un peu plus clairement ce qui s'était passé et de pouvoir discuter avec des gens, j'ai un ami qui m'a dit, en fait, t'étais un veau dans un pré. C'est-à-dire que, Ok, ouais, va falloir en fait, expliquer ça. avant d'avoir un enfant, tu voyais ta vie telle qu'elle était, qui était pas franchement la vie la plus heureuse, mais t'étais contente. En tout cas, tu t'en plaignais pas. Tu savais que t'aurais pu avoir mieux ailleurs, mais ça allait être compliqué de changer. T'avais pas franchement envie de prendre les décisions de changer de vie. T'étais installé dans ta routine. T'étais ton veau dans ton pré. Tu voyais ton pré. T'étais contente. T'avais à manger. T'étais bien, quoi. Et puis j'ai eu Louis et ça a complètement bouleversé ma vie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais pas bien dans mon couple, que j'étais pas super bien dans mon boulot. Enfin, en tout cas, je commençais à en avoir marre, que j'étais pas bien dans mon corps, que j'avais envie de plus. J'avais pas envie, en fait, de passer mes journées à faire la boniche à la maison, à m'occuper de la maison en attendant que mon mec rentre du boulot, puis le servir pour le temps qu'il mettait les pieds sous la table. Tout ce que j'avais oublié, en fait, est revenu. Et en fait, mon envie de sortir, de voir des gens, d'aller au cinéma, voilà, est revenue. Avec Louis, en fait, quand je suis sortie de mon espèce de cocon ou de ma bulle, je sais pas comment on peut dire, de mon pré, quoi. Quand je suis sortie de mon pré, j'ai vu tout ce qu'il y avait autour. Et là, je me suis rendu compte que maintenant, je savais que ça existait, mais j'avais un enfant, donc je pouvais pas. Et j'avais en plus fait une croix sur le sommeil. J'ai perdu mon couple. Enfin, c'est quand même une image d'Épinal. J'avais la maison, j'avais le mari, j'avais le chien, on avait l'enfant, on avait tous les deux un boulot en CDI. Sur le papier, en soi, j'avais tout. Et le fait d'avoir un enfant a foutu tout ça en l'air. C'est ce qui se passe dans la tête au moment où tu le penses. Alors qu'en fait, non. C'est le fait d'avoir un enfant m'a aidé à foutre un coup de pied dans la fourmilière. Mais pendant longtemps, j'ai considéré que avoir un enfant avait foutu tout ça en l'air. Et avait foutu ma vie en l'air. Et en fait, non. Mais c'est long à appréhender sous cet angle de, en fait, mon fils m'a sauvé la vie. Alors, c'est peut-être un peu grandiloquent de dire sauver la vie. Non, c'est fort. Mais c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, j'ai retrouvé des photos de moi d'il y a 4-5 ans. C'est une catastrophe. J'ai aucune étincelle de vie dans les yeux. Je suis terne. Ça fait pas envie. Aujourd'hui, quand je me vois sur des photos, j'ai pas encore reperdu tous mes kilos de grossesse, même si ça fait 3 ans. Mais je suis quand même vachement mieux dans mon corps, dans ma vie aujourd'hui, parce que j'ai accepté qu'en fait, j'étais une mère aussi, mais pas que. Et j'avais peur en fait je pense que le regret maternel a duré tout le temps où j'ai cru que je n'étais devenue qu'une mère. Et à partir du moment où ça allait mieux, j'ai compris que je pouvais être une mère et une femme et une directrice commerciale et une amoureuse parce que j'ai retrouvé quelqu'un et la fille de mes parents et une copine pour des copains. Et en fait, je peux être tous ces gens-là en même temps. Et parmi ces gens-là, il y a la mère de mon fils. Alors après, si aujourd'hui on me redonnait le choix d'avoir cette révélation, d'être le veau qui sort du pré, sans avoir d'enfant, honnêtement, je sais pas ce que je réponds. Ouais. Je suis pas encore. Je suis une maman. Non, voilà. Et tu le seras peut-être jamais, et c'est ok. On sait que Et c'est ok. Oui, c'est ok. Moi, je trouve ça important de dire que ouais, c'est ok. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. C'est pas comme si tu t'occupais pas de ton fils. Tu t'occupes très bien de ton fils. Je peux le voir. Je peux en attester. Et il est en tout cas, quand je le vois, il est très heureux, cet enfant. Et il est très bien dans sa couche, qu'il n'a plus d'ailleurs, mais mais voilà. Ça m'énerve ce SNU de naze, hein, faut rester poli, comme si j'étais poli de d'habitude. Mais quand tu dis qu'il t'a sauvé la vie, t'as peut-être pas sauvé la vie, mais il t'a peut-être révélé ta vie. Ouais. Et ça reste assez extraordinaire et très très fort. En fait, là où c'est étrange, c'est que j'ai lu beaucoup de mamans qui disent « Quand je suis devenue maman, j'ai compris que c'était le rôle de ma vie ». Eh ben moi, c'est pas tout à fait pareil, mais presque. C'est-à-dire que quand je suis devenue maman, j'ai compris que j'avais une vie. Voilà. Donc on n'est pas... Voilà. Être maman sera jamais le rôle de ma vie. Tout arrêter pour m'occuper de mon enfant, toujours pas. Prendre un congé parental, non. Je peux pas. Les vacances scolaires, ça reste une angoisse pour moi. Maintenant, là, il est à l'école, donc il va à la garderie. Là, on est en vacances scolaires là pendant qu'on enregistre. Il est au centre aéré parce que jusqu'au mois d'août, il était chez la nourrice qui prenait des vacances, et donc il y avait des semaines complètes où il fallait que je m'occupe de mon fils et que je fasse l'animation pour mon fils pendant une semaine complète. C'est une angoisse. Ça reste une angoisse. M'occuper de mon fils pendant une semaine complète sans soutien, on va dire, ça reste une angoisse. Mais à côté de ça,
là, il est rentré à l'école au mois de septembre. Le matin, on fait le petit-déj, on fait la douche, on rigole, on discute, je suis bien avec mon fils. Et le soir, je suis contente de quitter le boulot pour aller le chercher, alors au centre aéré, parce que il faut qu'on en parle des horaires d'école. C'est pas possible. Qui peut ne pas mettre son enfant au centre aéré? C'est pas grave, c'est pas le sujet, mais quand Un même. peu, mais Il finit l'école à 4 heures. À un moment, moi, il faut que je travaille. Donc, il va au centre aéré jusqu'à 6 heures, mais à 6 heures, je suis contente de quitter le boulot et de le récupérer parce que je sais qu'on va avoir 1 heure avant de manger, où on va jouer, où on va discuter, où on va colorier, où on va se promener dehors s'il fait beau. Et après, alors, je pense que ça aide aussi que ce soit plus facile pour la nuit, mais la soirée va bien se passer. On va faire à manger ensemble, ou alors il regarde les pyjamasques ou la patte patrouille 20 minutes pendant que je fais à manger. On mange tranquille, on discute, on raconte des blagues. On a une vraie vie de famille sympathique, mais c'est 1 heure le matin, 2 heures le soir. Mais t'aimes passer ce temps-là avec lui, c'est du temps de qualité. Et voilà, ce temps-là me fait plaisir. Ouais. Et tu m'aurais posé la question il y a 1 an, je pensais pas que ce serait possible, que ce temps-là me fasse plaisir. Je suis contente. Là, c'est les vacances. Le soir, je finis un peu plus tôt pour aller le récupérer au centre aéré un peu plus tôt, pour qu'on ait un peu plus de temps à passer ensemble. Sacré chemin, hein. Ouais, sacré chemin. Mais il y a aussi qu'il est cool en ce moment. Parce que un enfant de 3 ans, c'est pas cool tout le temps. Non. Enfin, voilà. j'en suis pas à 3 ans, mais déjà 2. Déjà 2, je pense qu'il y a toute la partie où l'enfant comprend qu'il est quelqu'un et qu'il veut te faire comprendre qu'il a bien compris, qu'il a le droit d'avoir un avis. Ce qui est très bien, hein, mais nous, on sait, hein. Voilà, moi j'étais déjà au courant, t'es pas obligé de me crier dessus pour me le dire. Et ouais, il y a tout. En fait, alors Louis a un mode de fonctionnement qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'il ne fait rien tant qu'il ne sait pas faire. C'est-à-dire que pour la marche, par exemple, normalement, un gamin, dans les grandes lignes, c'est pas pour tout le monde, mais dans les grandes lignes, il est allongé, il s'assoit, il se met à 4 pattes, il rampe, il se met à 4 pattes, il fait du 4 pattes, il se met debout, puis au bout d'un moment, il fait quelques pas avec un trotteur, et après il marche tout seul, grosso modo. Ouais, c'est de la grande théorie. Hein. Ouais, c'est la grande théorie, mais c'est les étapes, quoi, grosso modo. Moi, le mien, il a fait allongé, assis, debout, marcher. Voilà, on n'a pas fait de 4 pattes, on n'a pas rampé, on n'a rien fait du tout. Mais tard. Enfin, en fait, il a marché au même moment que tout le monde, il a marché à 13 mois, quoi. Enfin, c'est pas exceptionnel non plus. Mais à 12 mois et demi, il était toujours assis sur son cul à pas bouger. Ouais. Donc, c'est hyper stressant en tant que maman. Et il m'a fait le même coup pour tout. C'est-à-dire que il ne parlait pas. Pendant très longtemps, il y avait 10 mots à son vocabulaire. Et du jour au lendemain, il se met à me faire des phrases et des romans et à parler super bien. Donc voilà. Et l'apprentissage de la propreté. Alors, j'avais profité de la semaine d'isolement Covid pour dire, allez, il avait 2 ans et demi. Je dis, allez, il faut quand même qu'on s'y mette là, la propreté. On sort le pot et tu passes la semaine à poil. Alors au mois de janvier, j'avais mis le chauffage un peu fort parce que bon, voilà. Ouais. Et donc on passe la semaine à poil et il est quasiment propre à la fin de la semaine, pas tout à fait, mais presque. Il retourne chez la nourrice le jeudi et là un accident, la nourrice décide qu'en fait non, il est pas propre, lui remet des couches et donc c'est foutu. J'étais un peu énervée. Tu m'étonnes. Tout ça pour qu'après la nourrice me dise, il faudrait quand même qu'il soit propre, hein. Ben oui, mais bon, elle voulait pas elle faire l'effort de faire quoi que ce soit parce qu'elle en garde 4 et que c'est compliqué à gérer, mais c'est pas moi un week-end sur 2. Parce que là, par contre, son père a pas vraiment été moteur, on va dire. Mais faut dire moi non plus au bout d'un moment, parce que c'est pas en 2 jours. Je veux dire, c'est pas sur le samedi-dimanche que t'apprends la propreté. Non. Le lundi, on remet des couches et on attend le samedi prochain pour renlever les couches. On est bien d'accord. Mais je sais pas s'il y a des asthmates qui nous écoutent qui pourront nous répondre, mais pour moi, ça fait aussi partie du boulot d'asthmate d'accompagner ça, parce que effectivement, t'apprends pas ça en 1 heure le matin, 2 heures le soir et le week-end. Et là, en l'occurrence, une semaine sur 2. Oui, donc bon, j'étais un petit peu énervée pour ça. Et puis finalement, on est parti en vacances cet été avec mes parents. Et là, j'ai dit à mes parents, alors on était aux Açores, il faisait beau, il faisait chaud, c'était sympa. Et j'ai dit à mes parents, ce serait sympa qu'on arrive à le mettre cul nu de temps en temps, parce que la rentrée, c'est dans 3 semaines, quoi. Donc, Et là, en fait, j'ai découvert que mon fils était propre, c'est juste qu'il était feignant. Parce que on lui a enlevé la couche, on lui a mis une culotte, et je pense qu'en 10 jours, il y a eu 2 accidents, parce qu'il était vraiment naze et qu'il n'a pas fait attention, parce que des fois on sautait la sieste pour aller se promener, etc. Mais il était propre, pipi, caca, tout. Il allait sur les toilettes tout seul, voilà. Mais c'est trop bien ça, en vrai.
En vrai, c'est trop bien. C'est Mais stress. si ça se trouve, il aurait pu être propre 2 mois avant, je le savais pas, si tu veux. Ouais. Donc voilà, mon fils est comme ça et il ressent tout vraiment fort. Et en fait, depuis qu'il parle, il s'exprime vachement bien sur les sentiments qu'il a et les émotions qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il est capable de me dire quand il a peur, quand il a mal, quand il va pas bien. Et des fois, il me dit, moi, j'ai juste besoin de pleurer pour que ça me fasse du bien. Est-ce que je peux pleurer dans mon lit? Alors, je veux pas lui jeter la pierre parce que je suis la première à faire pareil et que quand ça va pas et qu'on sait pourquoi, je me mets à pleurer. Mais ça tord un peu le bide Mm. quand ton gamin te dit, maman, il faut que j'aille pleurer tout seul dans ma chambre et après je reviens te faire un câlin, d'accord? Ouais, mais est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'accompagner? Non, je veux être tout seul pour pleurer. Et en fait, ces moments-là, ils sont à la fois, ils tordent le ventre et tu te dis, en fait, mon gamin, il se sent assez en sécurité avec moi pour me dire, là, ça va pas, il faut que je prenne 5 minutes pour aller mieux et après, maman, je reviens te faire un câlin. C'est fou. Ouais, et c'est tous ces petits trucs-là qui font que je préfère un enfant de 3 ans qu'un gamin de 6 mois qui pleure et tu sais pas pourquoi, quoi. Mm. Et je pense que le fait que mon fils verbalise beaucoup, même s'il a mis très longtemps à parler, maintenant il verbalise beaucoup et ça aide notre relation. Des fois, il me dit juste non, j'ai pas faim. Enfin, si, j'ai faim, mais je suis trop fatiguée. Ah oui. Donc Ah oui, voilà. il est capable de différencier ça. Oui. C'est fou. Enfin, moi, je trouve ça fou. C'est génial. Moi aussi, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où t'as envie de lui dire, bah oui, mais si t'as faim, mange, quoi. Ok, t'es fatigué, mais et là, ça part en crise parce que il est fatigué. Oui, Et c'est les plus grosses crises, les crises du 3 ans. c'est On n'a pas eu hardcore. trop de crises de 2 ans, c'est-à-dire que c'était quand même des crises fonctionnelles, c'est-à-dire que ça marchait pas comme il voulait et on voyait pourquoi il était énervé. Mm. C'était quand même relativement rare. Là, 3 ans, on sent que c'est parce que ça se passe pas comme il a imaginé. Mm. Il s'imagine comment ça va se passer, il anticipe des trucs et ça se passe pas comme ça. Du coup, là, c'est dur. Alors, l'astuce, c'est vraiment de lui expliquer avant comment ça va se passer. Et là, on va faire ça, et là, on va faire ça. J'ai fabriqué une grande frise de la semaine en disant, voilà, là, on va à l'école, là, on va au centre aéré, là, on reste à la maison, là, on mange à la maison, là, on mange à la cantine. Voilà, il y a des couleurs partout. Ouais, il a besoin Il vraiment se repère, de il repères. a besoin d'un cadre. Et Ouais. là, je me rends compte que c'est l'âge où il lui faut le cadre. Il teste, il teste. Et en fait, c'est là que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des jours où toi, maman, t'es tellement naze que t'as envie de dire, bah, c'est pas grave, regarde la télé, quoi. Mm. Même après manger, parce que la règle, c'est, je veux bien qu'il regarde la télé pendant que je fais à manger, mais une fois qu'on a mangé, on regarde plus la télé. Voilà, on remet pas la télé après manger. Ouais. Et il y a des fois où je suis tellement naze que t'as envie de dire, ouais, vas-y, finis ton épisode pendant que je range la cuisine, j'ai pas envie de jouer avec toi, là, vas-y, regarde la patte patrouille. Si je fais ça un soir, je pars pour une semaine de crise après parce que Oui, bah oui. tu veux la patte T'as patrouille, dérogé au cadre. déroger au cadre. Et donc, il y a des fois où c'est super dur de pas pouvoir déroger au cadre, justement. Mais si tu le fais, t'es foutu. Donc c'est dur. Et en fait, là, c'est là que c'est le plus dur pour moi en tant qu'adulte, c'est d'être toute seule à la Mm. maison. C'est-à-dire que j'ai personne à qui dire, écoute, je sors souffler 5 minutes parce que là, ça fait 10 fois que je lui dis que non, il n'y aura pas la patte patrouille. Je sors souffler, à toi de lui dire que non, il n'y aura pas la patte patrouille. Et que au pire, même si le conjoint ou colocataire, enfin en tout cas la personne qui vit avec toi et qui gère ton enfant avec toi, lui dit oui, ben c'est pas ta règle qui a été enfreinte. Ouais. C'est pas C'est son problème. toi, tu as toujours ta règle de non, quand c'est moi qui dis non, c'est non. Ouais. Et là, ces moments-là, c'est dur d'être toute Mm. seule. Bah, je vois bien, hein. Mais Enfin, nous, on est deux et galère. Alors, toute seule, oui, j'imagine bien, ouais. ouais, et en fait, je me rends compte maintenant qu'il y a ces moments-là qui sont durs. Sur élever un enfant, quand tu es tout seul. Alors, je suis toute seule à mi-temps. C'est ça qui est bizarre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une semaine où je suis toute seule complet et une semaine où j'ai pas mon fils du tout. Donc, on pourrait se dire que, ouais, bah, c'est bon, la semaine où tu l'as pas, tu peux souffler, tu peux respirer. Mais en fait, alors oui, mais la semaine où tu l'as non-stop. Mm. Tu peux pas souffler. Tu peux pas aller te foutre dans un bain 1 heure peinard pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui le Mm. gère. Tu peux pas sortir prendre l'air. Alors si, tu peux prendre l'air 5 minutes, mais tu peux pas aller marcher 1 heure en laissant ton gamin tout seul à la maison, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est dur. En fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas de coupure possible pendant une semaine non-stop. Après, on a aussi la chance, nous, cette garde, elle s'organise bien. Bah justement, parlons organisation un petit peu. C'est quoi l'organisation d'une maman solo qui, contre toute attente, s'entend plutôt bien avec le coparent et avec qui ça se passe bien? Déjà, ouais, contre toute attente. C'est-à-dire que je pense que on s'est jamais autant
parler de trucs qui comptent que depuis qu'on est séparés avec mon ex. C'est fou, hein. Alors, les trucs qui comptent restant notre fils, puisque il n'y en a plus que ça en commun, mais oui, je pense que ça marche en fait. Je pense qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Voilà. Vivre ensemble c'était compliqué. Ouais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé au début, c'est que donc mon ex m'a dit, moi, je veux continuer à avoir mon fils, donc on fait une semaine sur 2. Oui. Ce que je te disais il y a un an, c'est qu'avec quand même dans l'idée que ça n'allait pas durer. Et puis finalement ça a duré. On a voulu officialiser les choses en faisant un contrat, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais auprès du juge pour enfants, d'officialiser le truc. Et moi j'étais quand même partie dans l'idée de toute façon ça allait pas marcher. Donc dans le papier qu'on avait fait pour le juge pour enfants, c'était écrit que j'avais mon fils, en fait que mon ex avait son fils un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Et le reste c'était moi. Donc, ce qui correspondait pas à la réalité, mais ce qui, dans ma tête, était quand même plus proche de ce qui allait se passer dans les 6 mois qui viennent. Voilà. Et là, on a eu la surprise, je sais pas comment le dire autrement, de voir que c'était refusé. En fait, cet accord, la juge pour enfants considérait que c'était pas le meilleur accord pour Louis. Donc j'ai discuté avec des gens qui étaient proches du domaine judiciaire et qui m'ont dit qu'en fait non, avant 3 ans, qu'on n'enlevait pas un enfant devait être avec sa mère. Et donc que un week-end sur 2, à la limite, ça passait, parce que c'était une nuit, mais que la moitié des vacances scolaires, c'était beaucoup trop long, enfin une semaine sur 2 sur les vacances scolaires, c'était beaucoup trop long pour un enfant de 2 ans, pour pas voir sa mère. Et que à cet âge-là, c'était une nuit tous les 15 jours maximum où il fallait qu'il soit séparé de sa mère. Et donc là, j'étais très énervée parce que moi, avec mes déplacements, c'était déjà pas rare que Louis soit 3-4 jours sans moi. Enfin, j'ai recommencé mes déplacements, il avait 7 mois. À 7 mois, il passait déjà une nuit avec son père sans moi. Oh là là! Et en fait, non. Donc comme on c'était un divorce, enfin c'est même pas un divorce, c'est une séparation à l'amiable puisqu'on était juste paxés, on a un petit peu envoyé chier le juge en disant tant pis, on va se débrouiller tout seul. Parce que moi, ça m'a mis un gros coup ce papier qui dit si tu décides de confier ton fils à son père une semaine sur 2, t'es une mauvaise mère. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Et alors après, je me suis renseignée un peu plus longtemps, c'est jusqu'à 3 ans, grosso modo, c'est une nuit tous les 15 jours. Et c'est à 6 ans qu'on peut commencer à envisager une semaine sur 2. Mais c'est n'importe quoi. Alors, je défends rarement les pères dans ce podcast et dans la vie. Enfin, ça dépend évidemment, mais sociétalement, je défends rarement les pères. Mais là, je vais le faire quand même parce que non seulement c'est horrible pour la mère qui doit assumer toute seule son enfant, ce qui est pas facile, mais en plus, comment on veut qu'un père puisse prendre sa place si il a une nuit tous les 15 jours? Mais c'est surtout là où le père a envie. C'est ce que j'allais préciser, pour les pères qui ont envie. Et autant quand il y a conflit, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais là, il y avait clairement pas conflit, il y avait clairement entente. Je ne comprends pas en quoi un enfant serait mieux avec sa mère qu'avec son père. C'est surtout que là, vu l'état de dépression dans lequel j'étais, je peux t'assurer qu'il était pas mieux avec sa mère. En plus, dans ta situation, c'était encore plus flagrant vu ta dépression. Mais enfin, même si t'es restée une bonne mère, hein. Mais non, mais je savais moi que c'était pas une bonne chose qu'il soit à 100% du temps avec moi. Je pensais que ça allait arriver, mais donc tu m'étonnes. J'ai été très énervée contre ça. Parce qu'en fait, c'est en plus là où vraiment c'est un non-sens, c'est que à aucun moment la juge nous a entendus. C'est-à-dire que c'est un dossier que tu complètes, que tu remplis en disant voilà, on va faire tant de l'organisation, c'est ça. Comme moi, je touche beaucoup mieux ma vie que mon ex, il n'y a pas de pension alimentaire. Voilà, tout était écrit, tout était propre, et on reçoit un courrier 15 jours, 3 semaines après, disant dans l'intérêt de l'enfant de moins de 3 ans, votre convention n'a pu être ratifiée. Moi, je trouve ça grave. Ouais. Parce que alors, en fait, ça m'a mis un coup à moi en me disant, en fait, t'es une mauvaise mère parce que là, t'as mis que 10% en fait de ce que tu comptais faire et on te dit déjà, c'est trop. Donc, t'es une mauvaise mère parce que tu fais pas ce qu'il y a de bien pour ton fils. La loi décide que t'as pas fait ce qu'il y a de mieux pour ton fils. Mais en plus, mon ex, il s'est dit, attends, moi, j'ai envie de voir mon fils. Pourquoi est-ce qu'on me refuse de voir mon fils? Et il aurait pu à ce moment-là dire, puisque c'est comme ça, tant pis, je le vois pas, quoi. Et donc ça m'aurait encore plus foutu dans la merde, ça aurait foutu mon fils, il aurait pas pu voir son père, parce que quelqu'un a décidé, arbitrairement, unilatéralement, sans nous entendre et sans savoir ce qu'on vivait, qu'un enfant de moins de 3 ans, c'est une nuit tous les 15 jours. Alors que des enfants de moins de 3 ans qui vont passer une semaine en vacances chez la mienne, là, en ce moment.
Ah Voilà. non, elle vit Et sa je veux dire, meilleure vie, hein. elle est pas traumatisée, ta fille, quoi. Sinon, sa marraine va venir la chercher, hein, je te le dis. Mais voilà, enfin, avant 3 ans, il y a plein d'occasions que Bien l'enfant sûr. passe des nuits sans Mais sa c'est mère. complètement aberrant de dire Et qu'un enfant a- Enfin, j'ai même pas les mots, en fait. Oui, oui, un enfant a besoin de oui, non, ses voilà, figures voilà. d'attachement de ses parents, mais pourquoi? Voilà. Enfin, j'allais pas l'abandonner à l'internat à 3 ans toute la semaine et le récupérer que le samedi dimanche. Là, à Je veux moins dire, de il 3 était ans, je avec suis son d'accord, père c'est une compliqué. semaine sur 2. Voilà, à moins de 3 ans, mais là, il était avec son père une semaine sur 2. Tous les soirs, il voit son père, la semaine où il l'a. Là, tous les soirs, il me voit moi, la Mm, semaine où je l'ai. Enfin, je veux dire, il a ses parents. Pourquoi la mère? Voilà. mm. Donc, ça nous a profondément énervés et on a dit, bah, tant pis, on fait ce qu'on veut. De toute façon, on n'était pas tenu légalement de faire ce papier. Donc, on a fait ce qu'on a voulu et on a testé plusieurs arrangements de jours de passation, on va dire, voilà. Et on en est arrivé au dimanche soir. C'est là que c'est le plus simple parce que Ouais. ça permet de reprendre la semaine. Au début, on faisait le lundi, le premier. Enfin, moi, je le déposais chez la nourrice le lundi matin et son père le récupérait le lundi soir. Mais en fait, on Ouais. se parlait pas. On n'arrivait pas à se voir pour s'échanger des infos importantes. Il y avait toujours un sac qui traînait, un doudou ardonné, etc. Donc en fait, on a fait le dimanche soir, sur le coup de 5h30, 6h. C'est-à-dire que ça te laisse quand même tout le week-end. Si tu as envie d'aller quelque part le week-end, t'es libre. Mais tu refiles, c'est moche de dire ça, tu redonnes ton enfant à l'autre parent Ouais. pour le repas du soir en fait. Enfin, la fin de De toute journée façon, c'est tranquille, dimanche soir, faut le que tu repas sois du chez toi, soir et quoi. puis Parce que la semaine va recommencer. Comment Louis s'est c'est ça. adapté à ça? Enfin, ça a été simple pour lui ou pas? Ça a Ah oui? été beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Vraiment, je pensais que ça allait être compliqué et en fait, pas du tout. Pour te donner un exemple, ça faisait 1 mois et demi peut-être qu'on était en garde alternée comme ça. Et un soir, mon ex m'appelle en me disant: «Écoute, j'ai un gros problème de voiture, je vais pas pouvoir venir chercher Louis chez la nourrice ce soir, est-ce que tu peux le récupérer?» Comme la nourrice est à 150 mètres de chez moi et que lui, il est à 10 kilomètres si tu veux, il habite pas à côté. Je dis: «Bah oui, y a pas de souci, je le récupère, je te le ramène si tu veux». Il me dit: «Ouais, y a pas de souci». Je suis arrivée chez la nourrice et là, Louis, il a pas compris ce qui se passait. Il m'a regardé en disant: «C'est pas maman, c'est papa aujourd'hui. Ah oui, C'est la c'était très semaine compliqué de te avec voir pour lui? papa». Et ouais, il a pas compris pourquoi c'était moi et il a jamais voulu monter dans la voiture. J'étais obligée de le mettre de force dans la voiture et de l'attacher de force. Et il s'est calmé quand je l'ai redéposé chez son père Hmm. parce que c'était la semaine de papa, quoi. Et alors, il connaît pas encore les jours de la semaine bien, mais le seul qu'il connaît, c'est dimanche. Et il sait que le dimanche, on va chez papa ou on va chez maman. Et il organise sa semaine avec le dimanche. Et souvent, quand je le récupère le dimanche, pendant 1 heure ou 2, il m'appelle papa. Mais il fait la même à son père la semaine d'après. Mais sinon, voilà, il sait que c'est maman, on est chez maman et oui. Les règles de chez maman, c'est les règles de chez maman, et les règles de chez papa, c'est les règles de chez papa. Franchement, Louis, il s'est super bien adapté. Et je pense que le fait aussi que on soit resté en bon terme avec mon ex et qu'on s'arrange fait que ça se passe bien. Il n'y a pas de conflit entre mon ex et moi. Alors il y en a quelques-uns, mais plus liés à la maison et au reste de ces affaires qui traînent dans Oui. mon jardin, mais pas à Louis. À Louis, on est d'accord, on a fait la rentrée tous les deux. C'était la semaine de mon ex, mais il m'a dit viens faire la rentrée avec nous. On a fait plein de trucs ensemble en fait. On a été visiter l'école ensemble. C'est génial, ça. Reste coparents, C'est en pas fait. toujours possible, mais c'est Ouais, je génial. pensais, je pensais pas que ça se passerait. Hmm. Je penserais pas que ça se passerait comme ça. Et ouais, c'est vraiment, ça fait du bien. Et là, c'est pareil. Enfin, tu vois, avec son boulot, il y a une semaine sur 2 où il Hmm. bosse beaucoup et une semaine où il bosse pas beaucoup. Et donc, on a une semaine sur 2, Louis, chacun. Et sauf que Oui. avec les marées, ça décale. Et donc, il s'est rendu compte au mois d'août que, en fait, il avait son fils les semaines où il travaillait beaucoup. Et donc, ben, il m'a demandé si ça me dérangeait d'échanger les semaines. C'est-à-dire qu'il a gardé Louis 15 jours d'affilée pour qu'on bascule des semaines paires et impaires, pour qu'il puisse l'avoir les semaines Ouais. où il travaille pas et donc le voir plus. Enfin, c'est le truc, tu m'aurais dit ça il y a un an, Et je pourtant, te ça a croyais fini pas, quoi. par arriver. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter que chez son père, c'était chez son père et que c'était les règles de son père et que tu n'avais pas mot, enfin pas grand-chose parce que toujours forcément, enfin ça reste votre enfant à tous les deux, mais que globalement sur le quotidien, t'avais pas ton mot à dire là-dessus. J'ai eu un petit peu de mal au début, très franchement, parce que je savais que par exemple la télé, j'en parlais tout à l'heure, la télé, je sais qu'elle est allumée en permanence et que voilà, j'ai du mal avec la télé en permanence. Mais au bout de quelques semaines, je me suis vachement détendue sur le sujet parce que Louis était content d'aller chez son père.
Et Louis était content d'arriver chez moi le dimanche. C'est-à-dire que il est content en fait, cet enfant, d'une manière générale. Il est quand même assez heureux de vivre. Il était content d'aller chez son père et il était content de venir à la maison, même si les règles sont pas les mêmes. Je sais qu'il y a des trucs sur lesquels je suis plus stricte que son père et inversement. Et en fait, je sais que moi, par exemple, je lis beaucoup plus. Son père est pas un grand lecteur. À la maison, on lit énormément, on regarde moins la télé. Mais chez son père, il lit moins et il regarde un peu plus la télé. Et au final, ça s'équilibre vachement. Et je pense que ça s'équilibre plus que si on habitait ensemble. Parce que si on habitait ensemble, il y aurait la télé en permanence Oui. et on prendrait pas forcément le temps de lire. Que là, sur un mois complet, il va regarder la télé, il va lire, il va jouer aux petites voitures, il va colorier. Il y a des trucs que moi j'aime faire que son père aime pas faire. Et son père adore passer du temps dehors à bricoler dans la forêt, dans je sais pas où. Moi, j'avoue que c'est moins mon truc. Au final, je pense que Louis est vachement équilibré. Mais pas au jour le jour, sur un mois, quoi. Sur un mois, il a un équilibre de vie. Et donc, ça m'a vachement aidé à me détendre sur le fait que oui, les règles sont pas les mêmes, mais ça lui apprend aussi que, bah oui, les règles sont pas les mêmes partout. Quand tu vas chez d'autres gens, les C'est règles important sont pas les ça. mêmes. Ça aide aussi pour l'école. Ouais. Ah bah là, à l'école, il a eu aucun mal à s'habituer parce que c'est juste un autre endroit avec d'autres règles. Chez Papy et Nous, on Mamie, fait c'est un ça autre avec endroit les avec d'autres grands-parents règles. justement. Chez Madou, c'est ces règles-là. Chez Mimi, c'est encore des règles différentes. Et parce qu'il y avait aucune des deux ne veut être appelée mamie. Hein. Ah oui. Alors que moi, les deux sont mamies, moi. Donc voilà, et je me rends compte que c'est important finalement. Ouais. Et du coup, en tout cas, ça a facilité les choses. Pour moi aussi, de me dire que cette séparation a été aussi positive pour lui, finalement. Alors qu'on pourrait se dire, quand t'as 3 ans, c'est quand même vachement dur de pas avoir tes parents ensemble. Bah finalement, je pense qu'il est mieux dans sa couche. Ah oui, c'est vrai. Il est mieux dans sa couche maintenant, avec 2 endroits, avec des règles différentes, avec des modes de vie différents, que dans le merdier. Je trouve que c'est une très bonne conclusion, mais on va pas s'arrêter tout de suite. En tant que fille de parents séparés, je peux dire que oui, oui, c'est mieux de voir ses parents heureux chacun de leur côté que malheureux ensemble. Enfin, ouais, je parlerai pas pour toutes les personnes qui sont enfants de parents séparés, parce que j'imagine qu'il y a plein d'histoires différentes, mais de voir ses parents heureux, c'est important. Je pense que mon ex et moi, on est tous les deux plus heureux séparés. Alors mon ex, ça a mis un peu plus de temps. Hein, très honnêtement, je pense que j'ai été heureuse d'être séparée avant lui. Mais je sens, là, en discutant avec lui, que oui, il est mieux maintenant. Il est mieux avec son fils. Il est mieux dans son boulot. Lui aussi, il s'est vachement reconstruit. Alors je vais pas parler à sa place non plus. Je suis pas dans ses baskets. Mais il a l'air, en tout cas, vachement mieux et vachement plus épanoui. Moi, je suis vachement pour mieux, avoir vu pour t'avoir connu à la naissance de Louis. Jusqu'à maintenant, oui, c'est bluffant. Ouais. Je vous jure, c'est bluffant. Et donc, je pense que Louis est mieux aussi. Alors, j'ai encore des moments où je culpabilise de pas lui offrir cette vision de la famille, papa, maman, qui vivent ensemble, etc. J'ai encore des fois un petit peu de mal à l'école, par exemple, où c'est normal, c'est le seul de sa classe d'enfants, parents divorcés. Donc, d'une manière générale, c'est l'heure des papas et des mamans, c'est l'heure vous allez retourner chez les parents, le week-end c'est chez les parents. Donc, des fois, il rentre à la maison, il me dit, mais pourquoi les autres, pourquoi la maîtresse a dit les parents, alors que c'est pas les parents, c'est maman. Tu vois, des fois c'est maman, des fois c'est papa. Donc il y a ce truc-là qui est un peu à expliquer des fois, mais c'est juste, il vit pas ça comme une injustice. Il vit ça juste comme une question, au même titre que pourquoi il a plu cette nuit. Oui, et en plus là il est tout seul, mais statistiquement ça va pas durer qu'il soit tout seul. Statistiquement, d'ici la rentrée au CP, ils seront plusieurs, quoi. Donc voilà, il y a ces petits moments-là de pincement au cœur quand même où on se dit oui, j'aimerais bien quand même avoir. Ouais, mais parce que toi aussi t'as du mal à te détacher. C'est surtout toi qui as du mal à te détacher de ça en fait. Ah bah oui, c'est moi qui ai du mal à me détacher de ça. Pendant longtemps, je m'en suis voulu. C'est vraiment la séparation, c'était le moment où moi j'ai décidé de tout foutre en l'air et voilà, je m'en suis voulu de casser cette image. Et je pense que Louis il l'aura moins sa vie de tout le temps qu'il se souviendra de sa vie, c'est-à-dire que parce que plus jeune là, ses souvenirs il les aura pas. Les souvenirs de quand on habitait ensemble avec mon ex, il y aura quelques photos, c'est à peu près tout ce qu'il aura comme souvenir de ça. Il aura toujours connu toute sa vie son papa et sa maman. Et il en sera pas moins heureux. Hein. Ouais, je pense que je peux plus facilement l'accompagner dans la vie aujourd'hui que si on était resté ensemble avec son père.
Bah écoute, arrête de me fournir des bonnes conclusions, hein, parce qu'on va être obligé d'arrêter. Eh ben, je vais reprendre mes petites habitudes parce que je suis comme les enfants, moi je suis très routinière. Puis il y a des questions qui me tiennent à cœur. Donc, comment tu vas aujourd'hui alors, 1 an après tout ça? Ça va mieux, vraiment, ça va mieux. Il y a quand même juste un truc que je voulais dire aussi en termes d'espoir pour toutes les mamans solo, c'est que j'ai retrouvé quelqu'un dans ma vie. J'ai un amoureux que je vois les semaines où j'ai pas mon fils. On arrive très bien à s'organiser comme ça, c'est-à-dire qu'il y a les semaines avec mon fils et il y a les semaines avec mon amoureux, quoi, grosso modo, qui se sont toujours pas rencontrés. Et j'espère que ça viendra un jour. Mais c'est pas l'urgence parce que lui, il a pas envie de prendre la place de père de mon fils. Et donc, ça fait du bien. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est maman solo qu'on est obligé de mettre sa vie de femme entre parenthèses. Voilà. Je voulais Non en pas que parler. ça soit Ça tombe un peut-être but un en soi comme de un cheveu sur retrouver la soupe. quelqu'un, mais oui, c'est C'est pas possible un et but. c'est important de le dire, ouais. Ouais, c'est possible, c'est important. Et j'arrive à organiser ma vie pour que je sois à la fois une mère et une femme. Et une amoureuse, comme tu disais. Pas forcément en même temps, et une amoureuse, voilà, et une travailleuse. J'ai réussi à organiser ma vie, en tout cas, pour être tout ça. Et je pense que ça contribue au fait que j'aille bien. Pour Ben oui. finir de répondre à ta question, du coup, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien parce que je ne suis plus un veau dans un pré. Ça y est, t'as pris les rênes. C'est chouette, ça fait Ouais. plaisir à entendre. Ça fait plaisir de te voir comme ça. T'as le visage qui s'illumine quand tu dis ça. Malgré les pixels, je le vois. Et puis je le vois de toute façon au quotidien. Tu sais, bref. Oui. Eh ben, il me reste plus qu'une seule chose à te demander, Sarah, parce que tu as répondu une fois, mais tu vas pas échapper à répondre une deuxième fois. Et parce que... Ah J'y ai pas ouais, mais réfléchi. c'est ta faute. Je pensais que j'allais passer au travers. Et non. Attends, vas-y. Je réfléchis pendant que tu poses ta question. Vas-y. Parce que 1 an a passé et parce que tu étais confrontée à plein de nouvelles choses, un enfant qui grandit, cette séparation, tu es sortie d'un burn-out complet. Hein, on va pas juste parler de burn-out maternel, on va parler d'un burn-out complet. Donc tu es une nouvelle femme, je pense. Je pense, Oui. voilà. Oui. Alors, si aujourd'hui tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ça serait quoi? Très honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai répondu la dernière fois. Je pense que c'était une histoire avec le lien que les mères aimaient pas forcément leur ou qu'on foute la paix aux mères. dès le début. Mais je me souviens plus exactement. Foutre la paix aux mères. Enfin, en tout cas, je dirais que le postpartum, c'est pas forcément de faire comprendre aux gens que le postpartum, c'est pas les 6 premiers mois. Ça dure vraiment 3 ans au moins. Enfin, en tout cas, temps de comprendre comment on fonctionne, c'est long, qu'il faut le savoir. Et qu'il faut accompagner les mamans tout le temps. C'est pas 6 séances de postnatal 6 semaines après avoir accouché qui suffisent. Alors il y en a certaines pour qui ça va suffire, tant mieux. Je veux dire, on n'est pas toutes dépressives pendant 3 ans après la naissance. Heureusement, il n'y aurait pas beaucoup d'enfants sur Terre. Hein. Mais c'est vachement dur de trouver du soutien et de l'aide passer 1 an, on va dire, passer 1 an ou 2. Un enfant, on avait l'habitude de dire à l'époque sur le forum que le mode d'emploi change en permanence. Quand tu crois que tu as compris ton enfant, le mode d'emploi change. Et à chaque changement de mode d'emploi, tu as besoin d'être accompagné, en fait. Et alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Alors déjà, je viens d'une famille où les psys, c'est pas diabolisé. C'est-à-dire que aller voir un psy, t'as mal à la tête, tu vas voir le médecin, t'as mal dans la tête, tu vas voir la psy, quoi. Ou un neurologue. Et donc, pardon, excuse-moi. Ou un neurologue. Ça va pas, tu peux aller voir un psy, c'est pas grave, c'est normal, c'est juste un professionnel de santé autre, quoi. Et donc, j'avais moi déjà cette chance-là de dire, je vais pouvoir être accompagnée, mais même en ayant cette chance-là, ça a été super dur de prendre conscience qu'il y avait un souci. Parce que, c'est normal, t'es fatigué, c'est normal, un enfant, tu dors mal quand t'as un enfant, tout est normal en fait. Toutes les emmerdes que tu peux avoir, grosso modo, elles sont normales, jusqu'au moment où tu es arrivé au point de non-retour, et là on te dit « Ah ouais, c'est grave ». Il n'y a pas d'entre-deux. Et les mères, je trouve, elles sont accompagnées quand même assez au tout début, mais plus sur des questions logistiques. C'est-à-dire, on va t'apprendre à changer une couche, on va t'apprendre à allaiter ou donner un biberon, et encore, le biberon... Enfin, l'allaitement et le biberon, les deux sont a priori complètement naturels. C'est inné. Débrouille-toi. C'est inné. Mais voilà, on va te donner des astuces pour laver le nez de ton gamin. Mais toi, en tant que mère, tu disparais complètement à partir du moment où tu accouches. Rembourser les psys,
Et correctement. Ouais, rembourser les psys. Pas avec votre dispositif. Et rembourser les doulas. Ben oui. Pardon. Et surtout, c'est vraiment l'idée de dire ça dure au moins 3 ans, quoi. Il faudrait une séance de psy obligatoire. Je suis d'accord. Une fois par an, jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Ouais, même plus, mais ouais. Même plus, mais obligatoire, tu vois. Pendant 6 ans, t'as une fois par an, tu peux parler à quelqu'un qui va pas te juger, qui va pas te dire, bah ouais, mais bon, c'est la maternité aussi. Ou alors, par contre, il faut une psy ou un psy spécialisé en périnatalité. Oui, quelqu'un dont c'est le boulot, quelqu'un qui soit bienveillant, quelqu'un qui soit ouvert, mais à qui tu peux déverser sans avoir peur d'être jugé. Ben, aujourd'hui, j'avais pas envie de voir mon fils. Aujourd'hui, j'ai eu envie de me barrer. Aujourd'hui, je me suis demandé si j'allais pas le ramener à la mater. Qu'il ait 3 mois ou qu'il ait 3 ans. Enfin, quand ils font ces crises à 3 ans, il y a des jours où t'en peux plus. T'as envie de le déposer quelque part et de dire tiens, je suis tranquille. Ça arrive, c'est normal. Mais c'est super diabolisé. Et ça dure longtemps. Tu peux mettre longtemps à faire le lien avec ton fils ou ta fille. Tu peux mettre des années. Voilà. Ça a mis des années avant que j'aime profondément mon fils et que j'aime passer du temps avec lui. Ça a mis des années. Et ça l'a fait parce que j'ai réussi à être entourée. J'ai eu mon psy, j'ai eu mon médecin traitant qui était super bienveillant, qui m'a mis sous antidépresseur parce que j'en avais besoin. J'ai les copines, le village qui était là pour me soutenir quand ça allait pas, qui m'a dit jamais on jugera les soirs où je me traitais d'être une mère ignoble parce que j'avais hurlé sur mon fils. Je plains vraiment les mères qui sont vraiment toutes seules. C'est-à-dire que je me suis sentie seule alors que je l'étais pas. Celles qui sont vraiment toutes seules et qui n'ont personne à qui parler, il faut les aider. Vraiment. Il faut aider les mères, mais pas pendant 3 mois, pendant 3 ans. Et pas les laisser toutes seules, jamais. C'est dangereux. On ne devrait pas pouvoir. Alors je sais, c'est de la théorie, c'est pas applicable en soi, mais on ne devrait pas pouvoir élever un enfant tout seul. Mais d'ailleurs, ça devrait être interdit. Voilà. Alors, je veux pas, mais je vais attirer toutes les foudres. C'est pas faire un enfant toute seule. Je l'ai fait quasiment, donc c'est pas ça que je veux interdire. Il faudrait faire en sorte qu'une mère soit jamais seule pour élever un enfant, qu'elle ait au moins toujours un village. En Suisse, ils ont des centres où ils peuvent aller. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel âge de l'enfant, mais ils peuvent aller avec ou sans rendez-vous quand ils veulent. Et ça, mais c'est génial. Ouais, c'est génial. Après, je veux dire, j'habite en pleine campagne, loin de tout, et j'ai un boulot. Du coup, je suis pas sûre qu'au milieu de la nuit, je prenne ma bagnole pour aller dans le centre pour faire une demi-heure ou 1 heure de voiture, alors que je suis déjà. Oui, alors peut-être. Non, mais quand je dis elles peuvent y aller quand elles veulent, peut-être pas au milieu de la nuit, mais je veux dire, il y a besoin t'as un souci parce que ton fils il mange pas, parce que t'as besoin de parler, tout ça. Même si effectivement c'est pas à l'instant I, du coup, à l'heure H, mais c'est déjà vachement mieux que nous, même, t'appelles le CMP, t'en as pour 8 mois, et encore, quand il y a une place. Moi, j'ai pas eu de place. Je m'étais renseignée. C'était pas assez grave. Et c'est triste. Ils avaient plus urgent. Mais en fait, on sait comment est considérée la santé mentale aujourd'hui. Déjà, la santé, de base, est très mal considérée par le gouvernement. Les services publics, de manière générale, sont très mal considérés par le gouvernement. Mais la santé mentale, c'est tabou, c'est encore. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Et puis, ça revient à cher. Enfin, je veux dire, mes séances de psy, j'y allais tous les 15 jours. C'est un budget. Et j'étais pas éligible au dispositif Mon Psy. Nouveau truc, là, au dispositif Mon Psy, parce que j'étais sous antidépresseur. Ah oui? Oui. Si t'es sous antidépresseur, t'as pas le droit d'utiliser Mon Psy. Non, parce que c'est que c'est une trop grosse dépression, donc dans ce cas-là, c'est pas pris en charge. C'est que pour les trucs légers, le Mon Psy. Oh, ok. Voilà. Donc, sans commentaire. Et de toute façon, c'est ma psy le faisait pas. Et puis enfin, voilà. Mais même si elle le faisait, j'aurais pas eu le droit. Et du coup, ça fait quand même un sacré budget. C'était 55 € la séance, donc j'en avais pour 110 € par mois. Quand tu viens de divorcer, que tu te retrouves à gérer un budget solo avec un enfant, les 110 € par mois, tu les sens passer. Même quand t'as pas divorcé et que... parce que moi aussi, je les sens passer. D'ailleurs, j'ai dit à ma psy, stop, un par mois, c'est bien. Voilà. Et t'es obligé, en fait, de choisir entre aller mieux... bouffer. Ou avoir de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça.
ou Ou habiller ton enfant, fils, ouais. quoi. Enfin, ou donner à manger à ton enfant. Alors, j'en suis pas non plus. Enfin, je veux dire, je gagne bien ma vie. Je me plains pas. Mais je comprends qu'il y a un moment où on puisse, en tant que mère, dire, c'est pas dans mes Et priorités, c'est quoi. pas possible. Il y a plein de gens pour qui Donc, voilà. c'est un luxe d'aller voir un psy en vrai. C'est un Ouais. vrai luxe. Ah quand tu vois le prix que ça coûte, c'est un luxe, quoi. Donc voilà, il faut accompagner les parents. Alors, je parle des mères parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je pense que c'est pas impossible qu'il y ait quelques pères dans le cas aussi. Mais il faut accompagner les mères pendant plusieurs années psychologiquement. Je suis d'accord. Si elles, en tout cas, leur proposer. Voilà, on ne va pas les obliger à aller voir un psy, mais qu'elles en aient la possibilité et que ce soit pas un parcours combattant. C'est clair. Des doulas bien formées. Non, il faut des psys, ça c'est sûr. Enfin, une doula remplacera jamais un psy. Non, mais je pense qu'il y avait plusieurs fois où la psy m'a servi de doula, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas forcément besoin de la psy, j'avais juste besoin de voir quelqu'un et de lui parler. Il y a eu des séances complètes où elle m'a écouté, elle m'a rien dit. Et je pense que n'importe laquelle des copines qui auraient pu être là faisait pareil. Mais l'idée quand même de la doula, c'est quelqu'un qui est quand même assez au courant, je pense, que ça peut arriver en fait. Et surtout, la doula, elle peut venir chez toi un soir et ok, tu te poses, je m'occupe de ton enfant ou je te fais à manger. C'est possible aussi. Et on n'en parle pas assez. Bref, il y a plein de choses dont on parle pas assez, mais ça tombe bien, c'est à ça que sert le podcast. Merci beaucoup, Sarah. Ça m'a fait... de rien, ça m'a fait vraiment plaisir. J'allais dire exactement la même chose. On fera pas de partie 3. Je te propose qu'on s'arrête là, même si j'adore ça, mais on la fait entre nous toujours, tous les jours. Je trouve que c'est l'épisode parfait pour fêter les 1 an du podcast. J'ai trouvé que l'épisode de Léna était un épisode parfait pour débuter le podcast. Et je trouve que ton deuxième épisode, même si j'ai adoré aussi le premier, mais ce deuxième épisode, maintenant qu'on vient de l'enregistrer, est parfait pour fêter les 1 an. Je me répète, vous le dites, si vous avez l'impression de... Bon anniversaire, le première couche, le podcast. Et c'est gentil, mais je sais pas exactement quand est-ce que tu vas le diffuser, mais bon anniversaire. C'est le 30 novembre. Parce que... Très en retard. On va pas être... Non mais t'inquiète, je vais saouler tout le monde sur Insta. Tout le monde saura quand est-ce que c'est mon anniversaire. Donc tu sais bien que moi, mes anniversaires, Noël, tout ça, je kiffe. Et voilà. Bref, on va s'arrêter là parce que là on dévie un peu quand même. Je te dis encore une fois un énorme merci parce que t'as dit des choses très importantes. On a dit des choses très importantes, que ce soit il y a 1 an ou maintenant. Et autant j'adore faire des épisodes où tout se passe bien parce que c'est très important de le dire aussi, que ça existe. Évidemment, tout peut bien se passer. Et j'adore faire des épisodes comme ça où la parole est libérée et c'est ok, et il y a le droit, et c'est pas grave, entre guillemets. C'est dur, mais c'est pas grave. Et finalement, on s'en sort et tout le monde va bien et c'est chouette. À bientôt, Sarah. Ça fait du bien. Merci. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai beau côtoyer Sarah tous les jours ou presque et connaître cette histoire. Ça fait toujours quelque chose de l'entendre être récapitulé en 2 heures par la principale intéressée. Il n'y aura pas de partie 3, c'est sûr, mais si tu veux avoir des nouvelles de Sarah, tu peux devenir un tipeur et avoir accès au Discord Première Couche. Ou m'envoyer ton histoire et peut-être devenir une invitée, ce qui te donnera accès aussi à ce Discord. Bref. Une dernière chose à dire, ou presque. Joyeux premier anniversaire de le podcast. Je t'attends sur mon Instagram Première Couche pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux me rejoindre sur YouTube et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça m'aiderait vraiment. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!